Et bonjour à tous. Est-ce qu'on va Bonjour. avoir assez de lumière après? Oh, on allumera les lumières, au pire, c'est pas grave. Ouais. Bienvenue pour ce 7e épisode de l'Alconos. Et je vais peut-être bouger mon micro après parce qu'il est un peu à péter au schnock de moi, mais bref. Aujourd'hui, cet épisode est assez spécial puisqu'on a invité un invité autour de la On table. invite des invités, oui, Ouais. c'est bien, Jules. Ah, franchement, t'as Est-ce vu, qu'on je a suis, plus original que ça? je suis un génie, franchement. Franchement, je suis un génie là. Et aujourd'hui, du coup, on a invité Flavien, Salut. podcasteur, Je peux dire aussi, instituteur. petit tip, on reçoit un invité. On reçoit un invité, c'est pas faux. C'est vrai qu'on reçoit. On invite C'est des pas gens. grave. Suivez-moi. On sort d'une journée de travail, c'est la fatigue. Donc voilà, pour cet épisode, comme d'habitude, on va commencer par parler un petit peu de l'actualité. Comme d'habitude, parce qu'il y a eu des trucs joyeux, du genre on a chopé Xavier Dupont de Ligonnès, mais en fait c'était pas lui. Des petits trucs comme ça. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Mais à moins qu'il ait réussi à changer l'intégralité de son code génétique. Aïe, aïe, aïe. Progrès. Et après, du coup, on t'embêtera, on te posera quelques questions sur Avec plaisir. le milieu du podcast, ton métier d'instituteur. Professeur des écoles. Professeur des écoles, pardon, désolé. Et on terminera, si t'as envie, on terminera par une tournée de coups de cœur, comme d'habitude. Bien sûr, il y a beaucoup de cœurs. C'est sûr, franchement, il y a des cœurs de partout. On est 8 milliards, plus. Et du coup, on va Aïe. commencer par les actualités, Émilie. Je pense Ouais. qu'on va commencer par... Alors, c'était quoi? Moi, je vais parler un peu de ce qui s'est passé avec la Turquie et la Syrie, mais de manière assez rapide, puisque je n'ai pas eu le temps de me renseigner plus que ça sur le sujet. On a Alors- l'habitude, Hein. Non, je d'habitude, parle je me renseigne super bien sur les Non, mais sujets. je parlais pas de potes, je parlais pas forcément de Oui, toi. du manque de Je temps. parlais de moi et Luigi. Ah. Ah non, mais autour de Certes. cette table, on est quand même très compétents, on va pas se mentir. Certaines personnes, oui, d'autres non. Je ne citerai pas de nom. Du coup, la Maison-Blanche a communiqué le 6 octobre l'imminence des retraits des troupes américaines au nord de la Syrie. Donc c'est un truc assez compliqué que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce qu'il y a plein de contradictions en fait, dans ce qui se passe. Et le 9 Les octobre, en contradictions fait... de la politique américaine. Waouh. Franchement, là, j'y penserais Ouais, pas. hein. non, mais c'est assez ouf. Du coup, en fait, il y a la Turquie qui a lancé une offensive contre les forces kurdes. Et donc, il y a une polémique sur le fait que c'était Trump avec ses tweets qui avait incité... ou même, je crois qu'il avait eu Erdogan au téléphone ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, mais en gros, il a incité les Turcs à attaquer les Kurdes. Et donc, officiellement, la raison de l'attaque, c'est pour avoir une zone de sécurité de 30 km de large entre l'Euphrate et la frontière irakienne. Donc, il y aurait une zone d'accueil de 3,6 millions de réfugiés syriens. Donc, ce serait une zone tampon entre la Syrie, du coup, la Turquie, et puis voilà, ce serait une petite zone blanche. Donc, il y en a plein qui disent que sans le feu vert de Trump, Erdogan n'aurait pas lancé l'offensive contre les Kurdes. Et du coup, il y a des questions qui se posent sur ce que vont devenir les djihadistes en fait, qui sont emprisonnés par les Kurdes, parce que du coup, ils peuvent se barrer. Et il y a beaucoup d'extrémistes en fait qui sont un peu à gauche de la zone, là où il y a les bombardements, etc. J'arrive à voir sur une carte, mais là, je pourrais pas trop dire. Mais du coup, en gros, la leçon à retirer, c'est qu'on peut plus faire confiance aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est vraiment une leçon récente ou Et pas? alors, le truc fun, c'est que du coup, on a eu Trump qui avait dit à Erdogan de lâcher ses troupes. Et là, il y a des tweets en mode si la Turquie fait quoi que ce soit qui ne serait pas selon ma vision des choses, etc., et que je considérais off-limit, alors je détruirai complètement l'économie de la Turquie. Et il utilise même le mot oblitéré, mais voilà, donc pauvre Turc. Mais en France, Pauvre on n'a Kurde. pas décidé de lancer, comment ça s'appelle, avec l'Europe, Nous, on est contre ça. une coupure Ouais. des échanges commerciaux avec la Turquie ou un truc comme ça. Je crois que c'est tombé aujourd'hui ou hier, ils ont décidé de couper les... Je sais plus ce qu'on a fait, mais c'est des trucs qui sont En tout censés cas, on a être décidé, positifs. c'était Chirac, de ne pas soutenir Bush en Irak. Mais c'était il y a bien longtemps. Ouais, C'était ouais. un bon moment. Mm. Il aimait les pommes. C'est à peu C'est tout près ce qu'on tout ce que retiendra j'ai de retenu de lui. ouais.
Mais du coup, voilà, c'est un peu la merde parce que. Après, c'est les tweets de Trump, ça, de toute façon. Hein, et, ouais, ce qui est ouf, c'est mais qu'ils pas se que des tweets, permettent, c'est ça, de c'est ça, manière quoi. personnelle et sur son compte personnel, alors il le fait pas sur le compte ad POTUS, President of the United States, mais sous son propre alias, quoi, qu'on vous conseille de ne pas suivre, Donald Trump. Putain, mais quand tu vois le nombre de likes et de commentaires sous un de c'est- ces tweets, t'as plus de commentaires que de likes, mais t'as quand même genre 162 millions ou 1000. C'est ahurissant qu'un chef c'est d'État ouf. se permette d'utiliser ce genre de vocabulaire et tout. Enfin, son bureau de com doit tout le temps être en PLS, je pense. Ouais, hein. ouais. Et Parce je qu'ils pense sont qu'il n'y en a plus de mode com en panique fait. 24/24. En vrai, perso, avec Trump, il n'y a plus rien qui me choque maintenant. Pour le coup, je serais pas choqué que ce soit lui qui écrive ses tweets, quoi. Donc, Ah bah c'était une question Bah, qu'on se ouais, posait ouais. cette semaine avec du coup on débat en anglais. Est-ce que Trump est un idiot? Et la question qu'on se posait c'est est-ce que c'est lui qui les écrit mais genre sur la ton vraie téléphone question, c'est à quel point est-il un idiot. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est plus ça, ouais. Mais- Je rappelle que dans Google Images, jusqu'à un certain temps, quand on tapait idiot dans, Ah oui, dans c'est vrai, Google oui, Images, oui, c'est la tête de Trump qui apparaissait. C'était très rigolo. Je crois que ça avait fait un scandale et qu'il Ah avait oui, il avait fait en sorte que ce soit bloqué. Il avait sûrement mis président harassment. Ah non mais ce président Oh là là. c'est un réel plaisir. On va pas se Ça mentir. va peut-être changer d'ici pas si longtemps que ça. Les élections américaines approchent. Honnêtement, c'est on cette peut année, rien non prévoir. Ou l'année prochaine, L'année prochaine, ouais, il me semble. Oh, bah, de toute façon il y a de fortes chances qu'il repasse un peu. Bah après, quand on voit là en Pologne, il y a de nouveau l'extrême droite qui a été réélue, donc moi ça m'étonnerait pas que Trump soit réélu non plus. Ah bah moi non plus. Je pense qu'il peut repasser. Hein. Et puis en plus, nous en France, on a une vision très décalée parce que enfin, la sociologie américaine est très particulière. Enfin, c'est bon, de toute façon, notre analyse, on peut se dire punaise, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, quelle absurdité. Enfin, moi, je me rappelle le jour de l'élection de Trump, j'allais au boulot le matin, il était là et enfin, c'est vraiment dur, quoi. Tu l'entends à la radio, machin, et c'est vraiment une seule journée, quoi. Et Ouais. tu te dis, mais comment c'est possible en fait quand tu vois ce genre de comportement de voter pour un mec pareil. Bon, après, nous, on a voté Macron. Hein. C'est pas forcément Alors, mieux. Hein. voilà, la comparaison a ses limites, évidemment. Mais voilà, enfin, c'est. Voilà, c'est les limites du regard européen sur la politique américaine. Bah, je pense qu'on en profitera pour qu'on ait des Américaines qui viennent potentiellement en novembre on en pour aura en bientôt discuter. qui viendront des invités. On a potentiellement 2 invités qui habitent en Amérique, donc on pourra discuter avec eux là, de ça. Ocasio-Cortez qui vient pour. Non, une expatriée européenne, une expatriée polonaise qui habite en Amérique depuis 20 ans et une américaine native là-bas. Donc, C'est assez intéressant de lui parler à chaque fois parce que en fait, on n'a pas du tout la même vision en Ouais, fait. c'est Ah ouais, ça. c'est ça. Mais vraiment, pourtant, pareil, elle a étudié la littérature, etc., la philosophie, donc on pourrait se dire, ouais, elle va penser comme moi sur certains sujets, etc., machin, et en fait, pas du tout. Notamment la vision des armes, etc. Ça, j'ai pas trop discuté avec elle, mais c'était vraiment le patriotisme où ça m'avait. Je veux dire, je suis pas Oui, contre, je suis j'ai pas contre le l'impression que même patriotisme, elle, mais il y a, elle il y a est, beaucoup en Amérique, il y a beaucoup de patriotisme et Ouais. En France aussi, hein, mine de rien. Enfin, on Oui. le cache mieux, mais. Non, enfin, on Oui, est c'est patriote pas- sur certains trucs, mais les Américains, c'est vraiment sur tout. Et Ouais. ce que notre prof d'anglais nous disait, c'était que justement, là-bas, les forces armées, etc., avant, c'était oh là là, trop bien, on est fiers d'être Américains, on est fiers de partir se battre contre les autres gens, etc. Alors que maintenant, en fait, avec l'envoi des drones, etc., et puis on avait parlé justement de cette distance en fait qu'il y a maintenant entre les gens qui créent les guerres ou qui les pilotent de loin et puis les soldats sur le terrain, etc. Et elle disait que justement il y allait peut-être avoir un moment un déclin de ce patriotisme, de ce nationalisme aussi. Ouais, mais après, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans notre nature. En France, bon, il y a l'État qui préfère dire ah bah tiens, on va mettre des drapeaux et des En et des fait, mesures de la Ouais, France quand partout même, dans hein. les Enfin, classes. les journées d'appel, je sais pas si c'est encore le cas, mais moi, t'avais quand même des questions. Oui, est-ce que vous êtes fier d'être Oui. français, quoi. Ouais. Mais alors, après, la réaction dans la salle de la part des jeunes qui étaient appelés au drapeau, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, en journée d'appel, il y en a très peu qui disaient oui, moi je suis fier d'être français. Mais par contre, il y en a très peu aussi qui osaient dire non, je suis pas fier d'être français parce que ça signifie rien pour moi. Bah oui, ouais. Après, c'est un entre-deux encore, même en France. Hein, et ne serait-ce que le chauvinisme est une forme de patriotisme. Hein, quand tu vois les résultats sportifs, etc., que les gens regardent parce qu'il y a le Français qui joue à Roland Garros. Oui, c'est clair. Mais ça, c'est pour tous les pays. C'est du chauvinisme plus que du Oui. patriotisme. Mais à la limite, c'est des nuances, quoi. Bah après la journée d'appel, moi je me souviens que je m'étais bien emmerdé quand même, mais Ah bah ça, forcément. c'était- mais bon, maintenant il y a comment ça s'appelle? J'allais dire le Rassemblement National, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le service National service, universel. ouais, SNU, c'est ouais. ça, ouais. Le truc bien joyeux, il y a Thibaut Inchep qui se fait payer 15 000 balles pour en faire la pub. Un peu- Méga joie, un peu ouais. angoissant. Et il le dit pas. Ah, et il le dit pas. Non, c'était un petit peu creepy. Mais, Mais- c'est un autre sujet, je pense. Mais la JDC, il y a beaucoup de problèmes. Surtout, je me rappelle quand je l'avais fait, à un moment, ils avaient fait passer une sorte de test de français, ou je sais pas exactement ce que c'est.
Et en gros, c'est une série de questions où on nous demandait en fait, est-ce que ces mots existent ou non? Oui. Lapin, voiture, toute la question de la collecte des données aussi, ce qu'ils font de ces Ouais, informations mais- et compagnie. Alors ils disent que c'est juste comme ça, mais bon, je sais pas si c'est très RGPD friendly tout ça. C'est bien, tu me files une transition toute faite vers la deuxième actu, puisque on va parler du coup de la reconnaissance faciale qui arrive en France. C'est une actu qui est tombée cette semaine. Flip sur 100. Alors je me suis renseigné, pour le moment c'est plus gadget que vraiment Oui, mais recherché enfin, sur les manifestants, mais on est à deux doigts, donc Quand tu vois qu'en Chine ils prennent certaines de nos lois, à partir de là, bon. à partir de ce moment-là, que dans la Chine ils soutiennent nos lois. Je pense Après, que- il y a toujours différence entre annonce officielle et officieuse. Bah, non, là mais c'est là officiel. c'est des lois, oui, elles passent. Bah, disons que Après t'as d'ici- les décrets, etc. Mais J'espère qu'ils prendront les tronches des flics qui tabassent aussi les manifestants. Ah, ça serait bien. ça serait bien. Ah non, ouais. ils ont leur casse de CRS. C'est vrai, ils donnent même pas leur matricule quand on leur demande. Du coup, en gros, d'ici novembre, l'application qui s'appelle Alicem pour authentification en ligne certifiée sur mobile arrivera. Et donc, c'est quelque chose où la CNIL et les associations sont pas forcément pour. Il y a déjà Normal. il y a la Quadrature du On Net. se demande pourquoi. On se demande. Hein. Il y a la Quadrature du Net qui a déjà posé un recours en juillet dernier contre cette application, mais Merci. c'est passé quand même. Évidemment. Donc en gros, c'est quelque chose qui sera dispo uniquement sur Android. C'est comme les applications qu'ils ont pour les policiers qui permettent de rechercher dans les bases de données. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros les bases de données des dossiers, des trucs comme ça. C'est des applications qui sont uniquement sur Android et des Android modifiés plus sécurisés qu'Android. Et en gros, ça permettrait aux citoyens de se connecter via France Connect. Donc c'est quelque chose qui est déjà un login universel. En gros, c'est comme se connecter avec Google, mais se connecter avec la République nationale française. Super Bon, pour les infos. après, si c'est aussi bien codé que les sites de la fonction publique, ça va, on n'a pas trop Oh d'inquiétude là à se là. faire. Ah, par contre, Ça c'est pas- dépend, hein. mais en vrai, l'histoire de France Connect, c'est bien. Comme ça, t'as pas un compte sur ton truc, un compte sur machin. Mais d'un autre côté, je me souviens quand j'avais dû faire les démarches pour mon permis. Yvan, je pense que tu as eu les démarches à faire aussi. En vrai, moi, ça a été vachement simple. En fait, j'avais juste à récupérer tous les documents nécessaires. Je leur ai donné et 2 mois plus tard, j'avais mon permis. Bah, un truc qui était formidable, c'est que j'avais pas T'as encore pas eu mon à bail. conduire ou quoi? Enfin, si, pour le, enfin, oui, pour le permis avant, mais je pense que tu parlais juste du papier ou de tout. Non, avoir le permis de conduire, le document. Oui, le document, c'est assez simple. Bon, après, c'est vrai que avoir le permis, ça trouve le cul, mais Ah, mais ça on va pas trop rigoler là-dessus. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui va veiller à la fin pour remplacer France Connect, qui permet du coup d'avoir un compte unique. Ça veut combattre aussi les usurpations d'identité. Donc en gros, tu pourras te connecter via Twitter pour prouver que t'es bien toi. J'espère pas. Ouais, Ce serait j'y quand même crois vachement pas glauque. trop à ce Bah, truc-là. En vrai, le truc qui serait vraiment extrêmement horrible, c'est que l'État mette en place. Il y a pas mal de députés et des élus qui veulent mettre fin à L'anonymisation. l'anonymité sur l'anonymat sur Internet, Mhm. puisqu'en gros, sur Twitter, les haters et tout ça, c'est quand même vachement. C'est pas gentil d'être méchant, hein. C'est vrai, hein. Ce qui est pas faux en soi. Et du coup, ils voulaient mettre en place la fin de l'anonymat sur Internet, et donc ça pourrait aider. Donc, Ah bah, ce serait la fin d'Internet. je pense que t'aurais, du coup, Mastodon gagnerait beaucoup trop en puissance hein, à ce moment-là. Pour ceux qui connaissent pas Mastodon, c'est un C'est un très bon groupe de métal, mais pas que. en gros, Mastodon, c'est un Twitter décentralisé open source. N'importe qui peut lancer son instance de Mastodon. Et ça permet d'éviter qu'il n'y ait que Twitter qui ait été donné et que ce soit 24 instances. C'est comme la blockchain. Enfin, non, c'est pas vrai. Mais voilà. Et donc, un truc qui était aussi très joyeux, c'est... vous vous souvenez, les trucs de l'État ? Il y aura peut-être des failles de sécurité. Hein, ça a l'air... Il y a de grandes possibilités que ce soit encore codé... pas comme un projet T3, en fait. C'est un projet Ouais. T3 d'un autre DUT. Si vous connaissiez les sites de l'éducation nationale. c'est, Je Ouais, ils les sont ai vus. dégueulasses, hein. Ma tante me l'a montré pour faire les quelque chose, bulletins et hein. tout ça. J'y ai eu le droit, j'ai vu. Mais après, c'est surtout vu la thune qu'ils foutent là-dedans, on se demande mais où est-ce qu'elle part quoi. Genre, c'est des développeurs qui ont raté en boucle ce qu'ils devaient faire et qui ont été payés 300 000 balles. Non, mais je pense qu'ils sous-traitent. En fait, le truc, c'est qu'ils Ouais, sous-traitent. il y a beaucoup de sous-traitance. J'en avais parlé avec un dev qui avait été en contact avec l'éducation nationale, notamment pour coder certains trucs. Et ils se tirent les cheveux aussi, les sous-traitants, parce que ceux qui leur font les commandes n'ont aucune compétence et aucune conscience des Génial. contraintes que ça demande et de questions d'ergonomie et compagnie, quoi. Donc tout le monde se tire les cheveux, sauf ceux qui donnent les ordres. Non, mais en plus, à toutes les histoires d'appels d'offres, de marché public et tout ça qui doivent en plus jouer derrière parce que tu peux pas. Enfin, si tu peux quand même saucer les copains, mais tu le fais quand même. Mais voilà, on se souvient des Halles à Paris. Hein, bref. Enfin voilà, du coup, ça c'était le truc joyeux avec la reconnaissance faciale.
Et je pense qu'on va arriver avec Yvan et Blizzard. Il y avait déjà la question là, je sais plus si c'est une youtubeuse ou une nana qui avait fait sur Hong Kong là, pour justement éviter la reconnaissance faciale, le masque avec les cheveux. Je sais pas si vous en aviez Ouais, parlé. j'avais vu Ouais, vite fait. Et voilà, qui a été, je sais plus ce qu'il y a eu, mais où ça a été interdit de porter donc les masques et compagnie, justement pour Oui, ces ils avaient raisons-là. trouvé des méthodes. Ils essayent en tout cas de trouver des méthodes. Ouais. Et puis pareil, t'avais, alors il y a des gens qui pensaient que ça avait été fait durant les manifs, mais t'avais un espèce de serre-tête comme ça, qui en fait projetait une image sur ta tête, et du coup c'était modifié, mais en fait c'était un étudiant des Beaux-Arts d'Autriche ou un truc comme ça en Moi, fait. je pense qu'il faut qu'on contacte Tom Cruise pour avoir ses masques de Mission Impossible. C'est encore la meilleure solution. Ah, je pense que ça marche. Tu mets un masque tout pourrave, la forfouille de Donald Trump. Je pense qu'on peut Oui. pas te reconnaître. C'est vrai. C'est moins coûteux aussi. Tu joues à Payday. Tu vas faire la manif comme dans Payday. Et après, tu te fais exploser parce qu'il n'y a pas le droit en France, il n'y a pas le droit de manifester à visage couvert. Ouais, bah Donc, déjà là, dès que t'as des lunettes de plongée, tu te les fais confisquer, donc bon. Ah bah déjà, comme... Sauf pour les manifs aquatiques, peut-être. ouais, c'est ça, c'est quand tu fais une manif dans la Seine. Non, à mon avis, c'est autorisé si tu fais une manif d'extrême droite. Ah, mais ça, ils ont Aquatique. tout autorisé, ça va. Oui, Ah bah, oui. on se souvient d'Alliance qui arrête des journalistes parce que c'est des gauchos. N'oublions pas. Arrêtez-le, celui-là, il est de gauche. Oh, putain, non, mais en plus avec Blanc, comment il s'appelle, Castaner qui dit non mais vous savez les signes de radicalisation Ouais. avec non mais si un petit garçon ne veut pas tenir la main d'une petite fille ça veut dire qu'il faut signaler. Ah oui, absolument. Et la barbe aussi, n'oublions pas que la barbe. Merde, je suis radicalisé. Oh mon dieu. Ça Ouais. va aller, Jules, ça va aller. Un plaisir Tout va bien. ce gouvernement. Et du coup, je pense que c'est bien avec la Chine et tout ça. Youpi. On va parler d'un truc joyeux, ça s'appelle les entreprises américaines qui font copain-copain avec la Chine. Yes. Et j'ai nommé Ouais. Blizzard. D'ailleurs, ça se prononce Blizzard ou Blizzard? Blizzard, je pense, puisque c'est américain. Mais tu peux dire Blizzard, hein, Ok, bon, on va dire Blizzard parce qu'on est français. exactement. Comme PodCloud, pardon. Yes. Placement de produit. Oh, Peu de clou, du coup. pot de clou. Non, balado diffusion. Oui, ça veut Balado dire podcast. nuage même. Je sais pas où poser mon bras, moi. Bah tu par terre. On s'en fout. Donc, pas. il y a Blizzard Entertainment, donc société américaine de développement et d'édition de jeux vidéo et créatrice de nombreux titres très connus du jeu vidéo tels que Warcraft, Diablo, Hearthstone ou autre Overwatch, a récemment créé une assez grosse polémique dont il était difficile de passer à côté. Effectivement, quand on suivait un peu les jeux vidéo cette semaine, lundi, mardi, et même jusqu'à la fin de la semaine, ça a bien fait parler. Bah c'est sûr, ils ont fait quand même un beau truc. Maintenant c'est Enfin, Fortnite. un beau truc, mais, je sais enfin, pas. non. mais, ça a été un beau bordel, mais voilà. Alors juste comme j'ai pas de casque, n'hésitez pas à me dire de bouffer le micro. ça va, tu te manges bien là. Mange le Donc micro. en effet, durant les Grand Masters 2019 d'Hearthstone, un joueur professionnel, j'ai plus son nom, Je ne l'ai plus non plus de tête, mais c'est un joueur. professionnel, a envoyé un message de soutien aux manifestants hongkongais durant la diffusion en direct du tournoi. Et donc ni une ni deux, Blizzard a directement choisi de bannir le joueur du tournoi pendant 1 an et de supprimer tous ses gains obtenus jusqu'ici. Et j'ai le nom du joueur, il s'appelle Blitzchung. C'est ça, ouais. Joueur professionnel. Cependant, suite à la pression de nombreux viewers et des fans ayant tenté de boycotter Blizzard à Hong Kong, et ce en créant et en partageant un skin de Mei, un des personnages du jeu Overwatch, Oui, qui est. un skin de Mei, ouais, qui est à l'effigie en fait Qui est des- chinoise à la C'est base. ça, et donc oui. en fait, c'est devenu un signe de protestation contre la politique de Blizzard. Tout à fait. Donc Blizzard a décidé d'alléger sa sanction en ne bannissant le joueur du tournoi que pendant 6 mois et de lui rendre ses gains. Et le truc qui est vraiment très étrange, enfin pas très étrange là-dessus, mais c'est que en gros tu regardes, ils sont parfaitement dans leurs droits en fait Blizzard. C'est dans leurs conditions de tournoi. En fait, ils ont forcément une ligne quelque part Oui, qui dit c'est ça. ne parlez pas de politique, s'il vous plaît, gardez l'attention sur le tournoi. Et clairement, cette petite ligne, elle est là quand ça les arrange. C'est-à-dire que si c'est un mec qui avait dit oui, Donald Trump il n'est pas si mauvais, là il l'aurait jamais sorti. Alors que là, évidemment, c'est. Le truc après, le vrai gros problème, c'est que ce tournoi, c'était un tournoi majoritairement diffusé en Chine en fait. Et donc ça a été je pense qu'ils se sont bien fait. Ils se sont Alors, bien c'est- fait à la engueuler. base, c'est parti de Blizzard Taïwan d'ailleurs, je crois, et cette histoire. Et alors Blizzard a dit non, on n'a pas été du tout contacté par la Chine. Bon, voilà, ils disent ce qu'ils veulent, hein, on croit si on veut ou non. Mais le truc, c'est qu'effectivement, Blizzard, il y a Tencent qui est une entreprise chinoise qui a aussi des parts là-dedans. Donc voilà, il y a plein de conflits d'intérêts ici et là. Effectivement, le public chinois du jeu vidéo, comme du reste de la production industrielle,
est hyper gros, quoi. On le voit pour Steam, qui parfois il y a des développements spécifiques pour la Chine, il y a la censure spécifique aussi en Chine. Et donc voilà, forcément conflit d'intérêts, conflit économique. Donc ce qui est amusant aussi, c'est que chez Blizzard, il y a un des mots de jeu de l'entreprise, c'est, je sais plus exactement, mais c'est chaque voix compte, chaque voix est importante, un truc comme ça. Donc c'est un peu lol quand tu vois ce qui s'est passé. Et donc voilà, tu as toujours le conflit entre des belles paroles bien démocratiques, dire oui c'est important, on supporte la voix de chacun, chacun est libre de s'exprimer. Et de l'autre côté, ben voilà quoi. Bah, le truc qui est très drôle, c'est qu'après t'as Epic Games qui sont venus avec leur gros sabot en mode ça c'est de la com un peu dégueulasse aussi, parce qu'on verra bien ce qui se passera vraiment quand Epic Games se trouvera dans cette situation où tu en as effectivement qui appelleront à la... Parce que forcément t'en auras. Là maintenant qu'ils ont dit ça, forcément t'en auras. Oui, bah c'est sûr, t'auras Jean-Kevin, enfin pas Jean-Kevin, mais t'auras Kevin, 25 ans, champion du monde de Fortnite, qui va dire bah tiens, je vais aller foutre la merde un peu, quoi. Bah, en même temps, ils donnent le bâton pour se faire battre là, donc on verra leur réaction à ce moment-là. Il y a aussi pour League of Legends aussi, je crois qu'il y a eu des messages dans ce sens-là. Non, c'était l'inverse. Ah d'accord. League of Legends soutenait Blizzard et disait. Ils ont aussi dit genre dans les tournois d'e-sport, s'il vous plaît, gardez le message sur l'e-sport, ne parlez pas de politique. Enfin, ça rejoint des débats qu'il y a récemment dans le jeu vidéo avec la politique ou le côté apolitique. Hein. C'est compliqué à séparer à l'oral, mais voilà, c'est beaucoup de bullshit, beaucoup de politiquement correct. Et après, l'argument qui va se cacher derrière, bien sûr, c'est oui, mais si c'est quelqu'un qui appelait au nazisme, vous diriez pas pareil. Ben oui, évidemment, puisque ça, c'est pas du tout les mêmes thématiques, quoi. À un moment, tu défends une partie de la démocratie, la manifestation, le droit de manifester, etc. De l'autre, tu défends une idéologie fasciste, nazie, tout ce que tu veux. C'est sûr. Enfin bon, 2 poids 2 mesures, et tu fais un peu ce que tu veux. Il y a la BlizzCon qui arrive, ça va bien. Ça commence à s'organiser un peu pour foutre le bordel là-bas, apparemment, même si la Blizzard avait un peu. D'ailleurs, au début, pour apaiser un peu les trucs, ils avaient rendu les manipulations pour effacer son compte, je sais plus si c'est Battle.net ou inaccessible. Voilà, c'est ça, ouais. Enfin, mais tu te dis, mais tu fais pas ça, quoi. En termes de communication, tu vas t'en reprendre encore plus sur la tronche. Disons que quand t'as tout le monde qui veut se barrer, tu fais non, mais on bouge la file, vous pouvez plus vous désinscrire. Mais c'est un peu. Mais ils avaient pas aussi lancé une vague de suppression de comptes, justement pour me manifester contre Si, justement, et du coup Blizzard a rendu ça très compliqué, exprès. Je pense qu'ils ont vu l'énorme chute du nombre de comptes. T'as l'admin réseau qui a paniqué. Je crois que j'avais vu... Ça a peut-être libéré des places sur les fils d'en haut, qui c'est classique. C'est possible. J'avais vu aussi, je crois, pour supprimer son compte Blizzard, il faut une carte d'identité ou un truc dans ce genre. Ouais, il me semble que ça faisait partie des choses. Déjà, si les Hongkongais qui voudront supprimer leur compte Blizzard, ils sont un peu mal quand même, je pense. Ouais. Ah bah c'est sûr. Et après se pose toujours la question de, en fait, le seul boycott qui fonctionne, c'est le boycott économique, c'est-à-dire effectivement ne plus acheter leurs produits, supprimer les comptes et compagnie. Chose que les gamers, mais pas que, on le voit dans tout à peu près, quand on veut boycotter les produits américains ou les produits chinois ou favoriser l'écologie, t'as que ça qui marche en fait, que les entreprises, au niveau de l'image finalement, à partir de quelques semaines, quelques mois, ben, ça passe, c'est remplacé par autre chose, et les entreprises, elles continuent à faire du profit là-dessus. Et dire boycott Blizzard sur Twitter et tout, c'est important. Je pense que le message est important quand même, mais voilà, après pour l'entreprise. Bah, de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas suffisamment de personnes qui boycottent pour que ça devienne inintéressant pour eux. Et de toute façon, le marché chinois est tellement important. Et même comme c'est Tencent qui, la plupart du temps, sert d'intervalle entre les éditeurs de jeux et la Chine, et que le marché chinois est quand même très, très, très juteux. Enfin bon. Grosse semaine. Hein. Grosse semaine. Bah, moi, je vais vous parler d'un truc quand même un peu plus joyeux. Un truc où notre président s'est pris un ope de la part du Conseil constitutionnel. En effet, le 11 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a acté la gratuité des études supérieures. Alléluia. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le 19 avril 2019, l'État avait décidé d'augmenter les tarifs d'entrée dans les licences et les masters pour les personnes qui n'habitent pas en Union européenne. Donc c'était respectivement 2770 et 3770, alors que pour les Européens, c'est 100 et 200 balles ou un truc comme ça. Ce qui pour une année d'enseignement supérieur est franchement pas grand-chose, j'ai envie de dire. Et même en plus, quand tu es boursier, tu peux te faire... C'est exonéré complètement. Oui, c'est ça, ouais. Bon, après, en même temps, si tu es boursier, c'est que tu n'as pas la thune déjà de vivre. Oui, c'est ça, oui. Enfin, jusque dans une certaine mesure, quoi. Oh putain, mais il y a les klebs dans la rue là qui commencent à péter un câble. C'est pas grave, écoute, hein, c'est sûrement nos propos sur Donald Trump. C'est Trump qui les a envoyés. Ouais, c'est ça. Bizarre, Ah, mais ils sont horribles, c'est chiant. Enfin, j'en peux plus. Ils se gueulent tout le temps. Même Est-ce qu'on ferme la fenêtre? Non, sinon il fera trop chaud. D'accord. Donc voilà, ça c'était un truc très joyeux parce que ça faisait des semaines et des semaines que les gens se battaient contre ça.
parce que ça mettait un peu la fin. Je veux dire, ça ouvrait la porte. Ça à faisait ce plusieurs qu'a- mois même. Oui, mais que les gens se battaient, mais que après ça ouvrait la porte du ah ouais, non, mais en fait, on l'a fait pour les étudiants étrangers. Bah, regardez, eux, ils arrivent à le faire. Bah, maintenant, ça va être les étudiants pas français. Mais Et après, 5 ans plus tard, tous les étudiants. c'était surtout les étudiants africains et latino-américains qui prenaient cher, parce que le reste, il me semble que pour les étudiants européens, ça allait encore. C'est sûr, mais Ouais. c'était un vrai plaisir. Donc, on va passer à la suite. Donc, je pense que c'est à toi, Yvan, qui va nous parler d'un. Moi. Ouais, c'est ça, on va parler On d'un. retourne sur des sujets encore plus joyeux qu'avant. Bah, en vrai, c'est un petit peu. Pas la personne, mais le contexte est un petit Ouais. peu drôle. Donc cette semaine, une actualité a été énormément relayée par les médias et les réseaux sociaux. C'est comme l'autre, c'était difficile de passer à côté. Donc il s'agit ni plus ni moins de Dupont Xavier de Ligonnès qui a été retrouvé. Xavier Dupont de Ligonnès. ouais. Après, Dupont, c'est un chouette prénom. mais- Ah, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, pardon. Donc il a été Duponté ou retrouvé. Duponté Duponté, je crois. Hein. Parce que, Je sais plus, j'avoue que j'en ai Dupont, aucune idée. voilà. Il y a un 2 après, on fait pas l'accord, c'est bon. Ah ouais, bah Dupont 2, c'est bon. Donc il a été retrouvé en Écosse à Glasgow. Et donc si ce nom ne vous dit pas grand-chose, laissez-moi vous apprendre, vous rappeler qui il est. Donc il s'agit d'un homme plus ou moins lambda, à ceci près qu'il est suspecté d'avoir tué Lambda. en 2011 sa femme et ses 4 enfants, donc 2 garçons et 2 filles, après les avoir drogués et tiré 2 balles dans la tête. Ah ouais, drogué avant. C'est quand classique d'un père de famille. Voilà. Oui, franchement, Je fais ça tous les jours. tu fais même ça avec tes élèves, non? mais- Un truc bah comme oui, ça. mais justement, perdu dans la masse, ça se voit moins. Ouais, c'est ça. T'as le droit à 7% de perte, non? Un truc comme ça. Si seulement. Donc à noter que les corps ont été retrouvés sous la terrasse de la maison familiale. Génial. Donc de nombreux Le indices chien était en portaient train à de les croire bouffer. que le père de famille est coupable de ce quintuple assassinat, comme le fait que la société dans laquelle il travaillait sa femme a reçu plusieurs lettres indiquant qu'elle n'irait pas travailler. Dans Ouais. laquelle il travaillait sa femme. Non mais dans lequel ça non mais On a compris l'idée. Ouais. le fait que la société dans laquelle travaillait sa femme, c'est ça que j'ai dit, mais Oui. avec un peu de bug. Dans laquelle il travaillait sa femme. J'ai pas envie de Oui, mais savoir j'ai ce qu'il dit un fait. il mais, en trop, mais c'est pas grave. Oh, tu arrêtes de m'embêter. Hein. Oh, je suis méchant, je suis taquin. Tout simplement que l'homme n'a jamais été revu en fait après le drame. Donc, Attends, mais du coup, alors, à la société de sa femme, il y a des lettres qui ont été reçues comme quoi elle viendrait pas travailler. C'est ça, bah en gros, Qu'il avait prévu le coup à l'avance. Ah, c'était un acte prémédité avec truc de Mais barbarie. c'était lui qui les avait écrits ou sa Oui, femme? c'était lui qui les avait non, c'est écrits. lui. Ok. Il Ah a ouais. fait schlac et après il a envoyé les lettres. Mais je sais pas, moi je reçois une lettre du conjoint d'une Ouais, personne de mon mais- entreprise, je me il se pose des faisait passer questions. pour Mais sa il se femme, fais- en Non, fait. mais il se faisait passer pour sa Ah femme. oui, ouais. Ouais, il se faisait passer pour sa femme en disant ouais j'irai pas travailler Il a, demain. il a et- pris plusieurs années en fait le temps de préméditer son meurtre à apprendre son écriture pour que justement. Non, c'est pas vrai. J'espère pas. Non, je pense pas. Non, non, informatiquement. Quand tu drogues comme ça les gens à la sbeul. Bah, c'était un peu glauque. C'est en 2011 donc les PC existaient déjà donc il y a moyen qu'il l'ait fait par ordinateur aussi. Je non pense, oui. Donc, comme Mais j'ai du dit coup, précédemment, voilà. de nombreux médias ont relayé le fait qu'il a été retrouvé à Glasgow en Écosse. Parti à partir du Parisien. Et je en crois, hein. fait, Ouais, C'est le Parisien, ouais. et en fait, la police a effectué un test ADN et en fait, c'était pas lui. Et du coup, ils l'ont relâché. Mm. Eh oui. Tu sais, c'est un mec qui rentre dans un bar et fait Eh, c'est moi En fait, c'était pas lui. Moi, je connaissais, c'est un mec qui rentre dans un café et plouf, mais Ouais, c'est un mec qui rentre dans un bar et après il prend son élan, mais là, c'est une autre catégorie de blague. oui, du coup, il y a plusieurs choses à retenir de cette actu quand même. C'est que déjà, il court toujours s'il court. Oui. Parce que ça se trouve, il a plus Le de mec, il a jambes. bien dû se marrer. Ouais, Oh, ça fait depuis 2011 qu'il court, ça fait longtemps quand même. ouais, bah, Il doit, être quelques bien- il doit marathons. être essoufflé là, non Mm. Ouais, je pense. Ouais. Bon, Champion après, du c'est monde. une belle condition Je physique. pense qu'il est au Brésil, planqué, il a fait sa vie, il a 3 femmes, Il 3 s'est gosses. suicidé aussi, peut-être. Aussi, Je sais c'est pas, possible. mais en tout cas, effectivement, il y a. De base, le Parisien se basait quand même sur des sources assez sûres venant de la police. Voilà, c'est. Faut quand même le rappeler. Après, ils ont fermé à culpa le lendemain et compagnie. Ils ont fait un gros article où ils expliquaient Ouais. comment ils avaient pu Même arriver. si on a eu quand même quelques unes savoureuses du coup Mm. qui sont sorties samedi matin, qui vaudront peut-être cher plus tard. Mais du coup, c'est vrai que ça a fait que démontrer une fois de plus, et encore le Parisien, c'est pas BFM ou ces chaînes Ouais. d'infos en continu, le danger en fait de l'info immédiate, quoi. C'est la course à l'info pour l'audience, parce que toutes ces chaînes, au-delà du fait d'informer, parce qu'on est loin du journalisme d'opinion, très très loin, donc c'est plus de critiquer ou quoi, c'est juste d'informer. Leur but premier, c'est de faire de l'audience, et pour faire de l'audience, faut avoir le truc tant qu'il est chaud, donc quitte à ce que voilà. Et puis on se rappelle des événements des tristes événements du Bataclan avec les dangers que ça avait engendré pour les victimes, ou enfin voilà,
C'est tout le danger de l'info immédiate et de l'info qui se base sur l'audience, quoi. Ah bah BFM, ils ont fait une belle bourde aujourd'hui, hein. Ils ont cité Ils font des bourds tous les jours. un mec qui est consultant dans l'e-sport américain en écrivant mal son pseudo, son nom, prénom, et en disant et en prenant au pied de la lettre, il avait fait une blague en disant il y avait seulement 36 personnes sur le stream mixer de Fortnite, et ils l'ont pris au pied de la lettre. C'est 36 000, je crois. Ouais, c'est ça, mais il l'avait pris vraiment au pied de la lettre. Après, pour le coup, ce genre d'infos relayées trop vite, c'est moins grave, disons, ça a moins d'impact, c'est moins sérieux, quoi. C'est sûr, mais ça montre à quel point BFM font bien leur boulot. Après, ils ont plein de stagiaires qui ont des sales conditions pour travailler et qui ne peuvent pas finalement vérifier les trucs parce qu'on leur demande aussi de travailler trop vite. C'est sûr. Un vrai plaisir. Et BFM et le jeu vidéo, bon. BFM. Tout court. BFM. Bon. Ouais. J'ai envie de dire la télé et les jeux vidéo. Oh, il y a des chaînes spécialisées, enfin oui. pas Oui, spécialisées, mais- pas des chaînes spécialisées, mais des émissions maintenant sur les sports et tout. Il y a quand même C'est des gens rare qui s'y quand connaissent un peu. même, Oui, c'est rare, bien sûr. Après, de toute façon, ils n'ont pas trop intérêt à mettre en valeur parce que c'est un concurrent direct, comme Netflix ou c'est des écrans qui enlèvent de l'audience à la télé, rappelons-le. Après, il y a la télé et les youtubeurs, mais là, c'est encore un autre bordel. Bah, n'oublions pas que la radio, par contre, commence à se mettre un peu aux jeux vidéo, comme ça va y avoir quand même, rien que sur France Oui, mais la Inter. radio, Il y a la c'est. photo jeu vidéo d'Olivier Bénis. En plus, l'animateur est super sympa. Mais... C'est un peu court, je trouve, moi, mais enfin, Oui. c'est toujours. De toute façon, après, c'est le format radio. Ils n'ont pas le temps de développer, que ce soit le ciné, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit la littérature, à moins d'avoir une émission d'une heure vraiment où tu peux un peu développer. Sinon, c'est des chroniques très courtes dans lesquelles tu n'as pas le temps de faire plus que de dire juste hey, ça existe, regardez, ça peut être cool. Et voilà quoi. Ah bah, bien. À quand alors, le masque et la plume niveau jeu vidéo, la manette et le joystick, où ils testent les jeux vidéo et tout ça. Bref, pardon, je m'égare. Et est-ce que tu as eu le temps de préparer le Venezuela ou ça passe à la Tu trappe? pars en vacances? Meilleur pays pour partir en vacances. Ça aurait été bien. Non, mais visiblement, il y avait eu un problème avec le Conseil de l'ONU, mais je sais même pas si c'est un truc récent parce que toutes les infos que j'ai trouvées, c'était il y a 8 mois en arrière. Pourtant, j'avais vu des tweets qui étaient récents. Donc, je sais pas si c'est vraiment passé quelque chose au Conseil de l'ONU, du coup, ou pas, avec le Venezuela. Je t'avoue que j'en sais pas grand-chose. Donc, Ouais. donc allez vous renseigner sur le Venezuela vous-même. Regardez BFM TV. Ouais, je pense que c'est la meilleure. Non, il y a mieux. Regardez CNews. Regardez l'heure des pros. C'est bien l'heure des pros. C'est pas vrai. Et du coup, je pense que c'est la fin de cette première partie d'émission avec les actus. Et on va... Vous avez parlé un peu du Festival Fantastique ici ou pas? Oui, On en avait parlé. On avait parlé de l'Indie Game Night. On avait pu... C'est bon alors. J'ai rien à rajouter. Ouais, c'est vrai, j'ai parlé, mais t'as dans du coup capteur d'écran. Ouais, on avait des accrèdes. J'ai fait 17 films en une semaine, plus que les 5 dernières années au cinéma. Et c'était plutôt une très belle édition. Moi, c'est la première fois que je le fais vraiment. Parce que je me dis, festival fantastique, film de genre, nanar, c'est un peu mon raccourci. Alors qu'en fait, il y avait plein de très bons films. Il y avait des trucs un peu nuls aussi, mais très très belle édition. Du côté de l'animation aussi, notamment. On avait vu qu'un seul film où c'était Ride Your Wave ou un truc comme ça. Ouais, du créateur de Devilman Crybaby. Oui, c'est ça. Et plutôt chouette aussi. C'était pas le meilleur film d'animation que j'ai vu, mais il était très bien. Moi, j'avais bien aimé, même si à la fin, tu sors avec une musique en tête pour les 3 prochaines années. Ouais, bon, c'est ce qu'avait dit le présentateur, le gars qui faisait. Ah, mais t'étais en fait, t'étais dans la salle Peut-être, aussi. c'est possible. Un dimanche En même temps. Non, on était samedi. Ah, moi j'étais un dimanche. Ouais, je crois il était que 2 fois. C'était un samedi, un dimanche, un truc comme ça. Et si je dois name dropper quelques films que vous devez garder à l'idée, il y a The Art of Self-Defense avec Jesse Eisenberg qui était très très bien sur la masculinité toxique, même si c'est un film qui se passe dans les années 80-90, ça parle de trucs très contemporains. Il y a Une Fabrique qui a gagné le prix du festival qui était très très bien sur une robe maudite qui va tuer ses différents porteurs. Très très sensoriel comme film, vraiment chouette. Et dans les films d'animation, il y a Marona, l'extraordinaire voyage de Marona qui parle d'un chien. Première scène, en fait, on le voit mourir et donc c'est un flashback sur sa vie et ses différents maîtres et maîtresses. C'était très chouette. Et Away dans les films d'animation aussi, où là c'est un pitch où c'est un mec qui est parachuté sur une île et qui est poursuivi par un monstre pendant 1h15. Bah, moi, le film qui m'avait l'air bien, mais qui est. Je crois que c'était. Comment il s'appelle Corentin Benoît. Non, pas Corentin Benoît Gonin, non. Je sais plus, bref. C'était Rendez-moi mon corps ou. Apparemment, il était très bien. Ouais, ne croyez surtout pas que je hurle. Ah non, j'ai perdu mon corps. J'ai perdu mon corps. Ouais, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé en animation pour le coup. Mais je crois qu'il était bien space, c'est bien. Pas tant que ça, c'est juste une main qui recherche le corps dont elle a été découpée, mais finalement, c'est plus aussi une histoire d'amour et compagnie. Et il y a quelques beaux moments, notamment sur les moments où les jeux d'échelle, parce que la main, forcément, voilà, il y a une échelle différente. Mais sinon, j'ai trouvé ça, sans plus, honnêtement, très très téléphoné sur plein de points. C'était pas celui que j'ai préféré de la catégorie animation. Mais... D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, c'est le moment de parler un petit peu de toi, de te poser un peu des questions. Du coup, rappelons pour les personnes qui arrivent au milieu ou qui écoutent
Bah, pas le début de l'épisode, on sait jamais, peut-être. Du coup, que tu es podcasteur depuis 5 ans, du coup, d'après ce que j'ai Ouais, compris. 2015, ouais, je crois, ouais, début 2015, donc bientôt 5 ans. D'accord. Et tu es aussi professeur des écoles, du coup, en maternelle. Depuis aussi à peu près 5 ans. Wow, tout a commencé il y a 5 ans. Tout a commencé. Il a En fait, ta arrêté vie ses a commencé à études, 5 ans. C'est ça, en fait. C'est un peu comme dans. C'est quel film? C'est Jack, je crois, où il gagne 4 ans tous les ans, un truc comme ça. J'ai fait pareil, peut-être. Ah, c'est De possible. Coppola. Mais, Je connais pas du tout. oh, c'est pas son film le plus connu. Mais... Je t'avoue que j'avoue, je ne connais pas. Eh bien, du coup, bah, je vais peut-être te laisser commencer, Émilie, si tu veux commencer. Si tu as des questions à commencer. Vas-y. Ben déjà peut-être que lui se présente, je sais pas, il y a peut-être des choses qu'on a omises ou... Bah oui, présente-toi. Dis-moi un peu qui tu Flavien, es. voilà. Et puis, oui, podcasteur, j'aime bien la culture de manière générale. Je bouffe beaucoup de choses, tant musique, ciné, BD, littérature quand j'ai le temps, parce que lire un livre est plus long que Oui. écouter un album ou que regarder un film. Les séries, très peu aussi, parce que regarder une série, ça prend aussi un certain temps. Mais voilà, donc si je devais citer quelques œuvres peut-être pour me définir. J'ai regardé la saison 3 de Twin Peaks récemment, c'était merveilleux. 2001 Odyssée de l'espace pour rester dans les classiques. En BD, il y a Saga de Brian K. Vaughan que j'ai beaucoup aimé. En littérature, je suis aussi un enfant je suis né en 89, donc Seigneur des Anneaux. Forcément, quand j'avais 12 ans. Harry Potter, je l'avais lu quelques années avant, forcément aussi. FF7, que j'ai découvert aussi à l'arrivée en Europe. Et puis récemment Breath of the Wild, si on devait citer un autre jeu vidéo. C'est bien beau. En musique, plein de choses, parce que je me suis vraiment élargi. Je suis parti dans le métal, parfois un peu extrême, et puis maintenant j'écoute un peu de tout. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, dis-nous tout, pourquoi tu choisis la maternelle? Alors, je n'ai pas choisi la maternelle. La maternelle m'a choisi. Non plus. Alors, actuellement, en fait, donc j'ai commencé, en fait, donc l'IUFM à l'époque, maintenant c'est l'INSPE, je crois. Avant que c'était l'ESP, c'est devenu, je crois, l'INSPE cette année. Pour du contenu qui est à peu près le même. Donc à l'IUFM à l'époque, moi j'ai fait une licence d'histoire avant, que j'ai commencé en région parisienne avant de la finir au Palais U, à Strasbourg. Et donc l'IUFM qui est à la Méno, qui est pendant 2 ans un master enseignement, il me semble que ça s'appelle comme ça. En fait, pour passer le concours, il suffisait d'un master, donc on pouvait faire un master où on voulait pour s'inscrire, mais évidemment le master enseignement prépare spécifiquement au concours. Et donc, je passe le concours en 2012, 2013 peut-être. Ouais, 2013, c'est ça, les oraux. Donc, il y avait une partie écrite qui était, à mon sens, un peu absurde, c'est-à-dire que c'était uniquement des connaissances niveau 3e plus, en gros, où en histoire, tu avais 2 dissertes à faire en 1h30, une disserte d'histoire et une disserte de géo, ce qui était beaucoup plus dur que ce qu'on me demandait en licence d'histoire. Donc beaucoup de gens se plantaient sur l'histoire. Moi j'avais l'habitude donc ça allait, mais je trouve que c'était vraiment difficile. 2 dissertes en 1h30. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est impossible. C'est par exemple sur la création de l'identité nationale par l'exemple de Jeanne d'Arc, tu vois. Donc tu as 45 minutes pour travailler là-dessus. Voilà, donc pour des gens qui n'ont pas fait de disserte depuis 3 ans parce qu'ils ont fait une autre licence, qui n'ont pas l'habitude de réfléchir à un plan, et bah, c'est super chaud. Bref, ça c'est l'histoire. Je pense que moi, pour le bac, on a dû faire une disserte en 4 heures, j'ai même pas réussi à la finir. Ouais, non, mais c'est. Il faut avoir les connaissances aussi. C'est bien beau de savoir écrire une disserte, mais il faut meubler, quoi. Ah bah, c'est sûr. Mais ça, et du coup, en maths, pareil, il y avait tout ce qui est le maths programme 3e++, disons, au niveau de l'application. Bio, pareil, uniquement des connaissances. Donc tout ce qui était écrit, c'était juste des connaissances, rien sur la pédagogie. Ok, c'est idiot, mais c'est comme ça. Et donc en fait, à l'oral, quand tu avais l'écrit, tu pouvais passer l'oral, et qui était plus sur la présentation de ce qu'on appelle une séquence d'enseignement. Donc c'est une séquence, c'est un ensemble de séances. Une séance, c'est ce que tu vas faire, par exemple, pendant selon une certaine durée avec les élèves, avec un objectif. Et séance après séance, tu vas viser un objectif du programme à la fin de la séquence. Et donc on devait présenter une séquence à l'oral, en maths, en français. On avait aussi une épreuve de sport et autre chose. Une épreuve de sport. Ouais, alors on avait une épreuve physique, il fallait faire 1500 mètres le plus vite fuck possible. Pour avoir je crois que c'était sur 4, c'était 5 minutes 10. Donc moi je courais beaucoup à l'époque, et 5 minutes 10 c'est chaud. Et donc voilà. Mais laisse tomber, quoi. Enfin, prof de l'extrême. Ah bah je vais pas faire un stit, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas si ça existe encore, hein. Cela dit, les concours ont changé. C'est grave. Et D'ailleurs, puis... au passage, le truc de sport, ça me rappelle, l'échauffement à la course, c'est de la course. Exactement. Ah non, mais- Et donc voilà, il y a diverses épreuves qu'il a été plus axé pédagogie, mais ce qui est absurde dans cette mouture du concours que j'ai passé,
c'est que moi je connaissais des collègues étudiants qui étaient très bien en classe parce qu'on avait quelques stages, pas assez mais quelques-uns, donc ils se débrouillaient super bien, très à l'aise avec les gamins et tout, et qui passaient pas l'écrit tout simplement parce que c'était pas des gens à concours quoi, enfin. Ils aimaient pas bachoter, et la fois où ils ont eu l'écrit, ils ont eu l'oral dans la foulée quoi. Et juste ils ont dû faire 3 fois l'écrit qui n'avait rien à voir avec ce qu'on attendait de nous en classe. Bref, moi l'écrit ça allait. Et là j'ai raté mon oral par contre. Et j'ai repassé l'écrit dans la foulée, une semaine après les résultats de l'oral. Bien sûr, je l'avais pas préparé avant parce que tu te dis, bon, si j'ai l'oral, ça va me faire chier d'avoir bossé pour rien. Du coup, en une semaine, j'ai rebossé, j'ai eu l'écrit. Et ce qui me permettait, en fait, à la rentrée 2013, donc en septembre, d'avoir un tiers-temps payé mi-temps. Donc c'était plutôt pas mal. Ça me faisait bosser juste le vendredi, plus de stages de 2 semaines dans l'année. Donc là, j'ai eu des CE2, donc de 8 ans, qui est sûrement le niveau que j'aime le moins en primaire. Alors, primaire, je vais dire un truc qui sera vite oublié. Mais primaire, c'est maternelle et élémentaire. Quand on parle de l'école primaire, c'est vraiment de 3 ans à 10 ans. Quand vous dites école primaire, en général, on le dit pour l'élémentaire. Tu vas passer à l'école primaire au CP, non, c'est l'école élémentaire. Voilà. C'est le petit point chiant. Donc les CE2, un jour par semaine, donc là, c'est assez chiant, il faut le dire. Assez difficile, mais bon, je les avais que le vendredi, ça me permettait de bien préparer, etc. Je complétais une directrice qui sont, eux, déchargés un certain nombre de jours selon le nombre de classes dans l'école, qui m'a bien aidé, l'école était sympa et tout ça, c'est juste la classe qui était compliquée. Et donc, sur cette année, j'ai repréparé mon oral que j'ai eu donc en 2014, c'est ça. Et donc, rentrée 2014, alors c'était ce qu'ils appelaient la session exceptionnelle, parce que c'était entre 2 moutures du concours qui sont vraiment différentes dans l'approche. J'avais passé mon mémoire de master aussi en M2, donc là, j'avais plus de mémoire à préparer. Et donc, rentrée 2014, 100% en classe, c'était à l'INGO, et c'était en maternelle, en moyenne section, où j'avais 30 gamins, toute la semaine. Il y avait encore les mercredis à l'époque. Et donc, si je dis que c'est important le côté master, c'est parce qu'aujourd'hui, en tout cas, il me semble, si ça n'a pas changé avec l'INSPE, on ne sait pas, mais en tout cas, ceux qui avaient leur concours à l'écrit sont mis à mi-temps en classe, et ils restent à mi-temps pour leur M2. Donc, ils doivent en même temps faire la classe et leur mémoire. Donc, je trouve que être en mi-temps en classe la première année, c'est quelque chose de plutôt positif parce que ça te permet y aller plus soft. Par contre, avoir le mémoire en même temps, c'est affreux. Ouais, non, sans blague, tous les échos que j'ai eus, c'est vraiment compliqué parce qu'en plus, le mémoire, je sais pas si vous avez fait des mémoires ou des trucs un peu costauds en termes de préparation, mais en fait, même quand tu le fais pas, tu l'as à l'esprit. Et en fait, le travail en classe, c'est pareil. C'est-à-dire que même quand tu bosses pas, tu as l'idée que tu pourrais bosser pour améliorer plein de trucs, surtout la première année. Donc voilà, je trouve que c'est un peu délicat, mais voilà. Donc on est suivi par des tuteurs ou des tutrices. Et ça s'est bien passé. Alors ça faisait beaucoup, 30 gamins de 4 ans. Mais surtout qu'on avait une génération de moyens, c'était des moyennes sections. Assez difficile. J'avais d'autres collègues qui en avaient. C'était dans une assez grande école puisqu'il y avait une vingtaine de classes entre maternelle et élémentaire. Donc c'était un groupe scolaire. Mais l'école était très cool. Tant d'un point de vue, j'ai découvert un truc en étant prof, c'est que je m'attache beaucoup en fait à l'architecture des bâtiments pour me sentir bien ou non. C'est un truc dont je ne savais pas du tout avant de voir plusieurs écoles. Mais en fait, dans une école où les collègues sont cool, les gamins sont cool et tout, mais si l'architecture, je me sens oppressé, pourtant je suis pas claustro, je me sens pas à l'aise. Voilà. Et donc là, il y avait beaucoup d'espace, ce qu'on a une ATSEM, donc c'est les personnes qui nous aident en classe, à la fois pour la préparation, pour la mise en œuvre des ateliers d'apprentissage, etc. Des gens vraiment essentiels en fait en maternelle. Et donc voilà, c'est une année qui s'est bien passée, notamment parce que même si c'était une année compliquée, parce que beaucoup de choses à ingurgiter, en gros, pour ceux qui voudraient faire prof, si jusqu'à la Toussaint vous dites quelle drôle d'idée j'ai eu, jamais je ferai ça, jamais je le conseillerais, c'est normal. Je pense qu'à peu près pour tout le monde, jusqu'à la Toussaint, début novembre, c'est très très compliqué parce qu'on te demande beaucoup de choses. En termes de préparation, on exige de toi des trucs qui sont pas forcément cohérents avec la réalité de la classe, de la gestion d'un groupe. Donc voilà, ça c'est pas forcément facile, donc c'est normal. Par contre, si après, d'ici Noël, janvier, vous trouvez vraiment que c'est pas fait pour vous, c'est pas grave quoi. Si vous avez un autre projet, n'hésitez pas. Moi j'ai vu plein de débutants après arrêter, soit pour dépression. Bonjour. Voilà. Non, mais ça c'est les réalités de l'entrée dans le métier. Que ce soit d'ailleurs la première année où tu es stagiaire ou la première année de titularisation, ce qu'on appelle les T1, c'est que tu as été validé comme pour être enseignant, donc tu es fonctionnaire. Et c'est ta première année en tant que titulaire. Il y a aussi des arrêts réguliers à ce moment-là.
Mais il y a aussi des arrêts parce que les gens ils se rendent compte que c'est pas pour eux, donc là c'est plus positif, ils ont un autre projet de vie. Voilà, je veux dire, on peut pas forcément envisager avec notre formation qu'est-ce que sera la réalité du terrain. Donc voilà, première année là-bas, et notamment parce que l'école, les collègues étaient très cool, donc très bonne ambiance d'équipe, c'est très important aussi. Ouais, C'est un métier qui peut être très en équipe ou très solitaire, c'est-à-dire que si tu es dans une école où tu n'aimes pas tes collègues, où tu t'entends pas spécialement, tu n'as pas spécialement d'affinités, tu peux aussi bosser tout seul et puis te retrouver tout seul, manger tout seul et tout ça. C'est une possibilité, c'est bien d'avoir les deux, parce que du coup, si tu es avec des gens avec qui tu as des affinités et tout, tu peux mettre en place des projets à travers les classes et compagnie. Donc voilà, et depuis, donc ça c'est ma première année, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais depuis je suis remplaçant, ce qu'on appelle ZIL, zone d'intervention localisée. Il y a deux types de ZIL, deux types de remplaçants, il y a les ZIL comme moi et les brigades. Les brigades, ça va plutôt être pour tout ce qui est les formations, donc remplacement en général prévu à l'avance. Les ZIL, ça va être tout ce qui est remplacement non prévu ou parfois prévu, ça peut être les congés mat, les congés de longue maladie ou les absences courtes au jour le jour pour maladie ou quoi, donc, ou pour enfants malades ou que sais-je. Donc ZIL, voilà. Et en fait, la différence, c'est que ZIL, c'est à Strasbourg, on a 10 circonscriptions, de Strasbourg 1 à Strasbourg 10, ça va, c'est à peu près logique. Et donc, c'est des zones restreintes géographiquement, donc tu peux pas ou rarement être envoyé en dehors de cette circonscription. Par exemple, moi je suis à Strasbourg 4, donc au niveau de Strasbourg, il y a tout ce qui est l'Elzo, tout ce qui est la route de Schirmeck. Alors désolé pour ceux qui ne sont pas locaux, ça va pas beaucoup parler, mais voilà, tout ce qui est ici, route de Schirmeck, ouais, et puis après c'est toutes les écoles de Lingo, donc ça fait un bon paquet d'écoles, ainsi que, et ça va jusqu'à Wolfie, Egbo et Holzheim pour le plus loin. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la circonscription. Donc c'est pas vraiment juste Strasbourg même, mais c'est aussi les villages quand autour. tu parles par exemple Strasbourg 1, ça va être tout ce qui est Lameno, Ostwald et Lameno, Ostwald, Ilkirch. Voilà, ici on est à Strasbourg 1. Je sais pas si on a le droit de dire où on est, mais... Oh bah si, on est c'est bon. On remercie le DUT d'Ilkirch tous les Et d'ailleurs, moi j'ai passé un an dans une école qui est pas loin d'ici du tout, et qui était une très chouette classe. Un an en CM2 où là c'était un remplacement long sur toute l'année avec des CM2. Et donc là c'est vraiment ta classe. Alors qu'il y a d'autres années, bon, j'ai fait aussi plusieurs congés maths où là c'est plusieurs mois. Donc pareil, là tu prends en charge la classe comme si c'était la tienne. Tu prends tes marques quoi. Voilà, tu as vraiment le temps de mettre en place des projets, ce genre de choses. Soit des sorties de fin d'année, soit des projets. On avait fait un projet escalade par exemple sur une période, soit divers projets de plus long terme. Et par contre, je fais aussi régulièrement des remplacements d'un ou deux jours où là, tu as l'impression un peu d'être Tom Cruise. Je reviens sur lui. Où on t'appelle le matin, ouais, il faudrait que vous alliez là. Donc moi, je suis motorisé. Il y a des collègues qui ne sont pas motorisés en étant remplaçants. Je vais dire remplaçants plutôt que ZIL, ça sera plus clair. Mais qui se déplacent en vélo principalement. Donc pour Wolfie et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, j'ai une anecdote, une collègue qui n'avait même pas de téléphone portable. Donc voilà, c'est encore possible. C'est moins pratique, mais voilà. Et donc voilà, on peut être appelé pour remplacer à la journée. Donc dans ce cas-là, ça fait un peu peur au début. On se dit, j'aimerais pas faire remplaçant parce que y a des collègues qui aimeraient pas du tout ça parce qu'ils ont besoin justement d'avoir une vision à plus ou moins long terme. C'est quelque chose qui peut être usant aussi d'attendre tous les matins le coup de fil de vraiment, ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup tourner dans les écoles pour voir différentes écoles, plein de collègues, plein de gamins différents. De tous les niveaux, donc je jouais à des gamins de 2 ans, puisque les tout petits, tout ce qu'on appelle la toute petite section, c'est pas dans toutes les écoles, mais c'est à partir de 2 ans, et jusqu'au CM2, donc 10 ans, et éventuellement la SECPA également, on peut être appelé aussi. Et puis tu vois tous les types de publics, donc tout ce qu'on appelle la REP, REP+, anciennement les ZEP, aussi à Wolfie, qui est vraiment pas du tout le même milieu socio-culturel, donc ça permet vraiment de voyager, quoi. Moi j'aime bien. Après, ça convient pas à tout le monde, et je le comprends. Ouais, ça dépend de ce que tu préfères après. Et le désavantage, c'est qu'effectivement, si c'est du tout petit remplacement, bah, les projets à long terme t'oublient, quoi. Donc c'est un peu moins kiffant à ce niveau-là. Par contre, il y en a qui ont peur aussi de se dire mais qu'est-ce que je fais le matin quand j'arrive en classe, et mine de rien, tu trouves vite tes marques avec les différents niveaux, tu as vraiment vite, rapidement des outils. Moi, j'ai quelques bouquins. Alors, on parle de mallette de remplaçant. Moi, aujourd'hui, une clé USB est une mallette de remplaçant, en gros. Enfin, tu n'as plus besoin de te trimballer toutes tes photocopies. Mais voilà, tu as tes documents que tu sais avec quoi tu peux utiliser. Et si tu n'es pas appelé parce qu'il n'y a personne à remplacer dans la circo, parce que je ne suis pas tout seul évidemment dans la circo comme remplaçant, dans ce cas-là, tu ne restes pas chez toi. Hein. Tu vas à ce qu'on appelle ton école de rattachement, qui est là où tu as ton poste. Et dans ce cas-là, si vraiment tu n'es pas appelé, ce qui est relativement rare quand même, tu donnes des coups de main administratifs ou aux autres collègues, ce genre de choses. Ouais, donc c'est vraiment un métier polyvalent et tout ça, quoi.
Bah ouais, enfin oui. Après, effectivement, il y a plein de collègues qui sont sur le même poste, sur le même niveau depuis des années et qui du coup arrivent quand même à varier et à trouver du plaisir. Il y en a, au bout de 5-6 ans sur un même niveau, CE1 ou quoi, ils commencent à s'emmerder. Et du coup, ils essayent de changer soit de lieu, soit d'école, soit de niveau. Voilà. Et donc vraiment, c'était un choix de devenir ZIL. C'était pas une imposition parce que Alors, je parle France moi ce soir, mais ouais, non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je l'ai fait après la première année. Alors, c'était un peu particulier parce que je l'avais pas demandé spécialement, mais ça s'est fait pour un maintien sur un poste. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu chiant. Mais du coup, en fait, après une première année où on attend beaucoup de toi, être ZIL et avoir le bénéfice de, pendant quelques mois, pas avoir de classe fixe, ça permet de voir que tu souffles. C'est-à-dire que tu finis à 16h, 16h30. Tu as fini à 16h30 parce que pour demain, tu sais pas quoi préparer puisque tu sais pas où tu vas. Donc tu rentres et tu as fini ta journée, quoi. Alors que quand tu as ta classe, bah, tu rentres, tu as tes corrections s'il y a des corrections, tu as la préparation pour le lendemain. Tu as toujours ce petit truc qui te dit mais je pourrais bosser, pourquoi je le fais pas parce que j'ai mieux à faire. Mais voilà, tu as toujours ça quand même, un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour le mémoire. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un truc que je peux conseiller aux débutants et que quand je les vois, je leur dis bah, si t'as pas peur effectivement de stresser trop, de pas dormir la nuit parce que tu sais pas ce que tu as le lendemain, ça permet de faire. Après, des fois, première année que tu fais ZIL, et ben pouf, allez, on te met une école à l'année à la rentrée. Hein. Et par exemple, quand j'avais eu les CM2, sans rentrer dans les détails, mais j'ai appris à la rentrée que j'allais avoir cette classe à l'année, donc t'as pas le temps de préparer. T'as des vraies vacances parce que du coup tu prépares pas, donc tu profites de tes vacances. Par contre, après tu galères. Voilà, à la rentrée, t'as tout ce qu'on appelle les programmations, les progressions, donc c'est en gros de septembre, octobre on va faire ça, ensuite octobre, novembre, décembre on va faire ça. C'est les différentes périodes en fait entre les vacances parce qu'il y a quand même les vacances, faut le rappeler, hein, qui est quand même un bénéfice indéniable. Non, faut le dire. Franchement, c'est prof. Non, mais faut le dire, hein, c'est un avantage clairement. Enfin, Oui. faut arrêter. Enfin, moi, je sais que faut arrêter de dire oui, mais on bosse tout le reste de l'année. Ok, mais on a quand même ses vacances, quoi. Enfin, c'est quand même important de le dire. Quand tu vois toutes les autres professions qui ont que 5 semaines de congés payés, faut pas cracher dessus, quoi. Enfin, il faut arrêter de dire oui, mais vous voyez pas le reste. Ok, mais c'est pas grave en fait parce qu'ils font pas notre boulot. C'est normal qu'ils voient pas le reste. Ils voient qu'on est en vacances et clairement, c'est un avantage, quoi. Enfin. Faut pas non c'est plus sûr. cracher dans la soupe, quoi. C'est sûr. D'accord, ouais, bah, du coup, c'est vraiment un métier vraiment multiples facettes et tout ça. Mais après, d'un côté, ZIL, t'as pas tout ce travail de préparer pour le lendemain et tout ça. Sauf si t'es à long terme, quoi. C'est Est-ce ça. qu'il finit en général par arriver dans l'année parce qu'il y a un congé mat, parce qu'il y a une maladie qui se prolonge, parce que quelqu'un s'est blessé ou quoi. Donc, c'est très rare qu'on finisse. Et vous faites tourner, du coup, les congés longue durée. C'est pas toujours une personne qui aura fait, par exemple, un congé sur 3 mois et après Si, l'autre. en général, sur un congé mat, ça va être la même personne. Pour les enfants, Oui, mais je veux dire, après, une fois que tu as fait un congé de maths, est-ce que tu auras une chance d'en avoir un deuxième longue durée ça dépend. En fait, en début d'année, tu indiques tes préférences à l'inspection. Donc, l'inspection, c'est notre hiérarchie. Par exemple, les directeurs ou directrices ne sont pas nos supérieurs. Il faut le savoir parce que dans le secondaire, les proviseurs sont les supérieurs, il me semble. Dans le primaire, tout ce qui est direction, c'est des collègues, comme les autres, qui sont là aussi, qui ont un autre rôle et qui ont plein de contraintes de gestion d'équipe et tout. Mais c'est pas les supérieurs. Notre supérieur, c'est l'inspection académique. Donc dans chacune des circonscriptions, on a une inspection. Et qui sont aidés, donc il y a l'inspecteur ou l'inspectrice, aidés par des conseillers pédagogiques qui sont spécialisés plus ou moins, qui sont aussi des intermédiaires. Et donc en fait l'inspection au début de l'année nous dit est-ce que tu as des préférences sur tel cycle. Donc cycle 1 ça va être maternelle, cycle 2 c'est CP, CE1, CE2 et cycle 3 c'est CM1, CM2, 6e. Et 6e aussi. Ouais, 6e aussi, ouais, depuis quelques années. Ouh. Et voilà, il y a toute la relation entre le CM2 et la 6e à gérer. Donc on nous demande ça et après ils essayent au mieux de répondre à nos demandes, mais enfin si quelqu'un en maternelle est absent et que toi t'as mis non moi je veux qu'il y ait de CM2, bah tu vas quand même parce que c'est le job, quoi. Enfin oui, c'est ton taf, quoi. Voilà, quand t'es ZIL en tout cas par choix, t'as choisi ça et tu sais que ça fait partie du contrat entre guillemets, quoi. D'accord. Le bon Kinder surprise. C'est ça. C'est ça. Moi après j'ai la chance de bien aimer beaucoup la maternelle. Pour le coup j'ai commencé en maternelle, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi CP, c'est intéressant aussi. CE1 également, j'aime beaucoup le CE1. Et CM1, CM2, il n'y a que le CE2 où vraiment j'ai du mal parce que les enfants ils commencent à faire les grands. Ils pensent être capables de plein de choses alors qu'en fait il y en a plein qui n'ont pas encore l'autonomie pour le faire. Du coup ils prennent plein d'initiatives qui vont droit dans le mur. Et c'est fatigant. Regardez maître, j'ai mis le poisson rouge dans l'aspirateur. Il ne fallait pas, c'est pas de ce domaine, mais c'est Non, ouais, oui. du coup
par exemple, utiliser des abréviations ou des trucs comme ça, alors qu'en fait, ils sauront pas se relire, alors qu'en CM2, c'est qu'ils savent le faire, et c'est cool. Enfin, avec les plus grands, tu peux vraiment aller plus loin en termes de discussion, de débat sur plein de choses, ça c'est chouette. Les maternelles, bien sûr, c'est différent, mais voilà, j'aime bien les... Par contre, en termes d'abréviation, moi, on m'a commencé à me teacher ça seulement à partir de la 4e. Oui, c'est un problème, ouais. Parce que moi, quand j'avais des CM2, je regardais des fois les devoirs, bon, moi, je fais des phrases, etc. Et eux, ils mettaient ça à leur sauce. Alors certains, tu leur dis non, fais pas ça, parce que en fait, ils ont essayé et t'as vu que ça avait pas marché. Ou par exemple, l'écriture de leçons aussi. Parce que pareil, il s'agit de les faire écrire parce qu'au collège ou au lycée, on t'apprend à écrire beaucoup sous justement la dictée, etc. Donc il faut que tu apprennes à écrire relativement vite et une bonne masse d'informations. Là, ça concerne plus le cycle 3, hein, bien sûr, donc tout ce qui est CM1, CM2. Et donc il y en a qui effectivement... alors c'est rigolo parce que dans les cahiers, chacun a ses trucs. Alors tu as ceux qui font des points, des stabilos, des machins, et t'en as qui font des gros pavés. Après, si eux, ça leur convient, je m'en fous, enfin, du moment que le résultat il est là. Par contre, ceux effectivement où tu vois qu'il y a des trucs qui sont passés à l'as parce qu'ils ne maîtrisent pas encore ça, ben, tu revois et tu reviens un peu en arrière avec eux. Mais moi je sais que les grands, tu leur dis ben, on fait comme ça, il n'y a pas de souci parce qu'au collège tu vas apprendre à faire ça. Donc si tu prends cette habitude et que ça te convient et que ça marche, il n'y a pas de souci, quoi. Mais bon, après ça c'est... Bah pareil, les abréviations, je crois que on a commencé vraiment à en parler vers 4e, 3e. Ouais. Et Pareil, même après, en seconde, je trouve... seconde, c'est pas tellement différent au final de ce qu'on peut dire. Je trouve que la seconde, c'est pas tellement différent du collège, à part en termes d'ambiance, parce que tu arrives au lycée, tu es beaucoup plus libre, etc. Mais en termes de cours, bon, c'est que mon expérience personnelle, hein, c'est peut-être pas une généralité, mais c'est quelque chose où les profs sont quand même derrière toi, te suivent encore. Ça change avec la première et terminale. La première et terminale, c'est vraiment un ravin entre les deux, je trouve. Les leçons deviennent plus difficiles, les profs sont moins derrière toi, sont un peu plus en mode débrouille-toi. Et après la fac, je peux pas témoigner. Ouais. J'ai pas fait la fac. Bon, c'est même pas encore assez, ou bien enfin il y a un truc qui cloche de toute façon dans les transitions entre les différents niveaux, puisque quand tu arrives à la fac, tu je sais pas combien de décrochages parce qu'on a pas pris l'habitude d'être justement autonome. Donc bon, ça c'est... c'est pour ça que j'ai choisi le DUT par rapport à une fac d'info, parce que je savais que j'aurais pas l'autonomie et le sérieux de bosser, quoi. Bon, je l'ai toujours pas, mais... C'est surtout que tu as tes petits profs qui sont là, qui reviennent toutes les semaines, tes horaires, tu sais qu'il y a ça qui va pas changer, ça non plus. T'as les profs qui se foutent de ta gueule, ça c'est bien. Ouais. Ça, c'est drôle. Juste avant, tu as parlé de dictée au collège. Et enfin, je sais plus si c'était au collège ou encore avant. Ouais, Tu as cité les dictées. Et en fait, ça me faisait penser à un concept que j'ai jamais compris, c'est qu'au collège, il y a des fois, on nous faisait faire des autodictées. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut apprendre en fait un texte quelques jours avant, il faut réussir à le repomper complet le jour du Ouais, contrôle. ouais, Ça bon. c'était horrible avec les poésies en C'est des choses qui primaire. existent. Après, en fait, ça dépend de l'objectif pédagogique derrière, quoi. Enfin, justement, en général, quand on propose une séance ou quoi, l'objectif, c'est vraiment ce qui doit venir en premier. Après, tu as les modalités de l'application. Et pour les préparations de dictée, effectivement, tu as ça qui permet en fait de voir à quel point est-ce que l'élève est capable de retenir. Mais bon, ça, du par cœur, ça... Enfin, bon, je vois Parce que là, pas du coup, vraiment... faut retenir le texte, mais en même temps, toute l'orthographe, C'est ça. les virgules. Mais en fait, les c'est surtout points, pour que tu mettes tout en ça, place c'est- tes propres stratégies pour essayer de retenir. Et bon, ça se fait aussi dans les dictées, hein. Mais là, en fait, il y avait rien parce on nous faisait faire tout le temps des dictées. Un jour, on nous a dit venez, vous faites une autodictée, c'est tout. On n'a pas eu de préparation en amont par rapport à ce genre de système-là. Donc, Après, ce qui manque souvent et ce qui est dommage, c'est la communication en fait sur les objectifs. C'est on va apprendre tel truc, l'autodictée, la dictée, que sais-je, parce que machin, parce que truc, et du coup, qui te donne un peu un regard de ce que l'enseignant, et à tout niveau, hein, que ce soit dès la maternelle et jusqu'au lycée ou jusqu'à la fac, attend de toi et pourquoi il attend ça de toi, quoi. Et souvent, ça, c'est pas explicite en fait. Et, C'est vrai qu'après, les élèves ils peuvent facilement ça fait dire perdre mais du sens, qu'est-ce que tu quoi. fais Et c'est pour ça que souvent tu es là et dire mais ça sert à rien. Et il y a plein de trucs qu'on apprend dès l'élémentaire qui servent à rien concrètement. Ça c'est, enfin, à mon sens en tout cas, des trucs que tu vas pas avoir l'utilité concrète dans ta vie quotidienne. Mais si au moins on arrive à t'expliquer la démarche de l'enseignant derrière pourquoi, alors des fois c'est un peu chronophage, on n'a pas toujours le temps de le faire, mais c'est bien de le faire par moment, quoi, avec des élèves que tu sens perdus ou que tu vois qu'en fait c'est ça le blocage, c'est qu'ils voient pas le sens derrière. L'explicite, quoi, c'est on prend pas le temps d'expliciter, quoi, parce que ça, en fait quand t'es adulte, il y a plein de trucs que t'as automatisé, quoi, et les premières années t'es là et c'est très difficile d'évaluer le niveau des élèves et ce que tu peux attendre d'eux parce que t'as tellement automatisé de choses. Et enfin voilà, essaye de te rappeler comment t'as appris à lire, quoi. C'est super compliqué. Alors je faisais comment et Surtout les méthodes d'enseignement de la lecture ont pas mal changé ces dernières années. ouais, et puis il y a plein de méthodes différentes, hein, donc voilà, mais
Mais juste, c'est quelque chose qui, dans ta vie d'adulte, quand tu es alphabète, tu peux... c'est très difficile de se remémorer ça et donc de mettre des mots dessus. Et donc, quand tu te retrouves face à des difficultés, bah, c'est très difficile de voir comment y remédier, et notamment également en maths. Alors, il y a plein d'erreurs où tu vois pourquoi en fait il l'a fait, et tu comprends, et du coup là tu es là et tu es content parce que tu sais sur quel levier tu vas pouvoir appuyer. Et des fois tu es là et tu te dis mais comment c'est, où il est 2 allé. plus 3, 46, mais quoi? Ouais, non, mais des fois tu es là et alors tu essaies de lui demander. Là justement c'est là où tu entres dans la communication, et des fois il est incapable de te l'expliquer, quoi. Bah, je me suis dit que pomme ça voulait dire poire, c'est pareil. Ah ouais, mais pourquoi, tu vois, enfin pourquoi pas, parce que... Mais et ça, c'est la remédiation, c'est pas toujours facile, quoi. La remédiation, c'est vraiment quand tu as une difficulté, essayer de trouver les raisons et puis de comment est-ce qu'on peut la surmonter. Mais ouais, donc voilà, effectivement, c'est polyvalent. Après, c'est pas dénué de difficultés, hein. On sert un gouvernement quand même, faut pas l'oublier. Non, mais moi, c'est un vrai paradoxe que j'ai. Alors là, pareil, je vais pas m'étendre plus que ça parce qu'on a tout ce qui est les devoirs de neutralité, de réserve et compagnie, et je sais plus exactement quand est-ce que ça commence ou ça s'arrête. J'ai peut-être déjà dépassé, mais peu importe. Et faut pas oublier qu'effectivement, on est agent de l'État, et que ça, pour moi, c'est un gros paradoxe personnel. C'est-à-dire que toujours, mon patron, c'est quand même Macron, ou si c'est Le Pen qui passe, ce serait Le Pen. Et c'est vraiment des problèmes qui tous les jours, où je me dis, je suis quand même, et que j'essaie quand même de transmettre aux élèves d'une manière ou d'une autre, en rappelant que s'ils prennent quelque chose de moi, qu'ils le fassent de manière consciente, que pas forcément qu'ils se méfient, quoique avec des CM2 tu peux dire ok, prenez pas pour acquis ce que je vous dis, si vous acceptez c'est que vous avez fait la démarche d'accepter, pas juste parce que je suis l'autorité, etc. Enfin, c'est aussi tout le côté compréhension de l'information et traitement de l'information. Et puis ça, on le voit, tu vois, quand tu travailles en histoire sur l'éducation de Jules Ferry et compagnie, bullshit, quoi. Enfin, c'était un gros colonialiste, et toutes les raisons derrière pour justement monter contre l'Allemagne, etc. Et enfin, c'est important qu'ils aient conscience de ça, qu'on est quand même des vecteurs potentiels de propagande, quoi. Clairement. Et ça, c'est toujours, enfin, c'est problématique de toute façon, moi, d'un point de vue personnel. Après, il y a tout ce qui a le corollaire de ça, c'est tout ce qui est la liberté pédagogique, où tu as le devoir de neutralité, etc. Hein, ça, rien à voir avec ça, mais juste la façon dont tu vas, entre guillemets, transmettre, parce que l'idée de transmission a aussi évolué, c'est plus maintenant si frontal, si dans un sens, t'es plus dans la position de l'accoucheur je crois que c'est Platon, hein, qui faisait ça, où en gros, l'élève a déjà ses connaissances en lui, et comment est-ce que tu vas les faire émerger, ou en tout cas comment tu vas... Il n'y a pas l'idée juste que ce soit dans une seule direction, quoi. Et du coup, chaque enseignant a ces programmes-là. Donc on a des programmes, on peut questionner ces programmes, et d'ailleurs, enfin, pourquoi est-ce qu'on apprend ça plutôt que ça, pourquoi en histoire ça reste très centré sur la France. Heureusement, les réactions des élèves sur justement certaines choses qu'on voit en histoire sont assez rassurantes de ce côté-là, même sur les fake news et tout, ça c'est assez cool. Les programmes de géographie par exemple sont vachement chouettes maintenant, c'est je sais plus, mais les réseaux de communication à travers le monde, tu vois, c'est plus juste connaître la scène et puis le Mont Blanc, tu vois, qui était un peu chiant. Je me souviens qu'en histoire, c'était vraiment le programme de terminale qui m'avait bien marqué, puisque c'était toute l'histoire des devoirs de mémoire. Ouais, mais ça c'est en terminale, tu vois, déjà Oui, là c'est moi en je te parle. terminale. Oui, c'est vachement CM2. plus tard, mais c'est niveau, hein. pareil, non, mais au niveau de l'enseignement de l'histoire et tout ça, je trouve autant ça, c'est quand même quelque chose de très important. Mais après, tu parlais aussi des choses qui sont limite omis et tout ça. Je me souviens que j'ai découvert la guerre d'Algérie au lycée. Genre, j'en avais littéralement jamais entendu parler avant. On te parle de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout le tintouin après. Ouais, et puis l'histoire du genre, tu la vois qu'à la fac si tu fais histoire, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est vraiment le genre de choses que tu vois qui sont. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, puisque c'était en mode on planque un peu sous le tapis, quoi. On te l'enseigne. Après, il y a aussi une question de temps, forcément, qui fait que. C'est sûr, c'est sûr. Et voilà, bon, en tout cas, il y a ces programmes-là, mais par contre, la façon d'arriver à ces objectifs de programme sont laissés à la libre discrétion des enseignants, quoi. Et ça, c'est quand même cool, parce que voilà, tu peux. Voilà, l'histoire, par exemple, moi j'ai fait des études d'histoire, on a sûrement tous se souvenir apprendre les dates, Clovis, Charlemagne, trucs, machin, qui sont très chiants, parce que c'est juste des. Moi, enfin, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est plus. Analyse de documents qui est très importante aussi pour le secondaire, hein, jusqu'au lycée, même plus tard, quoi. Enfin, apprendre à analyser un document, c'est un truc très important, et pas qu'en histoire. C'est aussi l'apprentissage de l'esprit critique, quoi. Enfin, avoir un document, savoir d'où ça vient et compagnie. Mais du coup, ouais, il y a tout ça, il y a beaucoup de débats, enfin, tu vois, sur la fin du 19e, sur le colonialisme, et beaucoup d'oral. Et alors parfois c'est difficile parce que à l'oral, les gamins ils partent un peu dans tous les sens par moment, mais et là, en CM2, tu peux vraiment pousser loin sur la réflexion et faire le parallèle avec aujourd'hui, comment ça se passe. Ok, ces documents-là, mais c'était bien l'éducation nationale. Alors,
Quand nous, on vous fournit des documents, finalement, est-ce que c'est pas pareil? Enfin, est-ce que vous avez le même regard critique? Enfin, c'est des choses intéressantes quoi, avec les plus grands. Quoi. C'est sûr. Et je pense qu'on va parler un petit peu du podcast maintenant parce que l'heure tourne. Attends, Ouais. il y a aussi un truc qui me gêne un peu avec l'éducation en général, c'est que à l'école, à aucun moment dans la scolarité, on nous dit comment apprendre les choses. Parce qu'on nous dit toujours en fait apprenez par exemple des poésies, des cours, etc. Mais souvent en fait on n'a pas vraiment la bonne méthode pour apprendre et au final quelques années plus tard, t'oublies tout et c'est. Bah, ça, c'est tout le problème aussi de ce qui est un peu le bachotage. Quoi, enfin, Ouais, c'est ça. hein. En fait, le système scolaire français est beaucoup basé sur la connaissance. Et par exemple, la création d'esprit critique, c'est désastreux. Enfin, on le fait ici et là, mais on pourrait, dès la maternelle, dès l'élémentaire, pousser vraiment sur juste l'analyse critique, quoi, avoir un esprit critique pour mais bon, là, je vais dire un peu, c'est pas dans l'intérêt de l'État, hein, j'ai envie de dire. Voilà, enfin, Ouais, c'est clair. si tu formes des révolutionnaires, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ah, n'oublions pas Monsieur Gossa qui nous disait de toute façon les études supérieures c'est pour former une élite. C'est pas forcément faux. Et nous, c'est pour former, tu vois, des sujets. Ouais, c'est ça. C'est la différence. Mm. Mais pour revenir à ta question, c'est clair, enfin, là ça revient sur ce que je disais de l'explicitation et de la communication entre élèves et enseignants. C'est aussi parce que chacun a sa méthode d'apprentissage, donc t'as pas à imposer une méthode à chacun se sent plus à l'aise. Par contre, il faut l'accompagner et ça rejoint ce que tu disais, quoi, les problèmes de juste verbaliser et également aussi et la figure de l'enseignant qui reste un peu un intouchable, tu vois, et du coup les élèves parfois osent pas, tout simplement parce que tu as cette figure d'autorité. Il y a plein de questions sur l'autorité, on va pas s'étaler, mais voilà, enfin sur la construction de l'autorité, sur l'autoritarisme qui existe aussi, que tu le veuilles ou non, en fait, tu représentes une espèce de modèle et parfois c'est un filtre et les élèves osent pas te demander, ce qui est dommage, et bon, c'est dans la communication, quoi. C'est sûr. Du coup, est-ce que vous avez encore des questions liées à l'enseignement? D'autres frustrations peut-être? Il y en a beaucoup trop, je Ta pense. ta On va belle-mère, passer à c'est la ça suite. Ouais. Oh là là. Non, mais en fait, ça fait à peu près 1 heure qu'on enregistre, donc on va passer un peu vite fait quelques questions sur le podcast parce que l'heure tourne et du coup, on a bien fait de pas enregistrer au DUT parce qu'il y aurait déjà le concierge. Surtout, ils nous auraient bien avec ce que je dis sur l'éducation. Bon, là, c'est l'enseignement supérieur, ça va, mais ils sont un peu aussi. On a fait pire avec. On avait un syndicaliste à la dernière émission, enfin il y a 2 semaines, c'était rigolo. C'était bien drôle. Ouais. Du coup, moi j'aurais juste une petite question. Qu'est-ce qui t'a donné en fait envie du coup de faire du podcast et de surtout, lancer peut-être autant de formats différents? Avant ça, oui, quels sont les podcasts auxquels ils participent? Parce que du coup, ta bio Twitter, t'as 25 comptes de podcasts. Ouais, bah après ça dépend parce qu'il y en a que j'ai créé, que je produis, que je réalise, alors la plupart que je monte ou non, auxquels je fais juste participer, donc il y en a en tout 7-8 j'imagine. Mais là-dedans, tu vas avoir Proxy Jeux auquel je participe ici et là, je fais rarement le montage sur les jeux de société. Il y en a un qui est en pause depuis une grosse année, qui est Playtime aussi sur le jeu de société, qui était de l'interview 1 à 1, donc j'avais quelqu'un juste avec moi et voilà, mais ça c'est en pause aussi. Va y avoir au niveau de la musique, la Mélodie du Bonheur, on parle d'albums toutes les 2 semaines maintenant parce que toutes les semaines c'était vraiment trop. Et au niveau musique aussi, les Tympans de Magellan où là on part chaque mois dans un pays différent et on propose une tracklist de une 50aine de minutes d'artistes ou de groupes de ce pays-là. Podcastorama où je présente des podcasts. Et puis après j'ai lancé Listen to the Game, là on va peut-être en parler quand on parlera de Podcut, mais voilà. Et puis un autre truc où j'ai 2 épisodes parce que c'est un podcast collaboratif, donc j'ai juste fait le premier histoire 2 qui est Cities Music. Mais je voulais t'envoyer un truc mais j'ai totalement oublié après. Ouais, mais où là il y a 2 épisodes et puis l'autre il arrive en novembre dernier et puis mais je mets pas la pression dessus, quoi. Ça reste une activité totalement un hobby, quoi. Ouais. Il y a certains de ces podcasts où il y a des Tipeee, pas pour moi mais pour l'association, et voilà, quoi. Sinon Bah, je me souviens que c'était quelque chose dont on avait discuté l'année dernière au Knackfest, toute l'histoire du nombre d'écoutes et de l'audience et des choses comme ça. quelque chose qui m'embête beaucoup, moi, à vrai dire. tu peux m'en parler si tu veux, mais Non, mais c'était juste pour dire que tu avais un avis plutôt du tu t'en fous en fait. voilà, Si c'est ça, tu veux, exactement. toi, si tu pouvais juste enregistrer, en fait tu fais juste parce que t'aimes ça, quoi. C'est ça, exactement. Tu me demandais pourquoi, c'est parce que j'ai la possibilité de le faire, quoi. Hmm. Et alors les premiers, effectivement, là, moi j'ai un Yeti en termes de micro chez moi, et puis après selon les podcasts, il y a plus ou moins des tables de mixage ou autre. Donc voilà, c'est juste qu'en fait c'est un média qui permet d'avoir la parole, quoi. Et de la part de... Et encore, je veux dire, je suis un homme blanc CSP+, mais c'est une possibilité pour les personnes qui n'avaient pas la parole de l'avoir. Alors, du coup, ça me rend assez critique par moment, même si j'ai presque une caricature quand je le fais. Je suis assez critique sur les journalistes qui viennent dans le milieu podcast parce que, en gros, c'est des gens qui avaient déjà la parole avant à la radio et qui entre guillemets la prennent à des gens qui l'avaient pas. Mais bon, ça, je développe beaucoup. De temps en temps, chez Podcastéo, on avait fait des podcasts pour
parler du média et j'avais tendance à parler du peuple et compagnie. Voilà, la parole du peuple qui est confisquée par les élites. Ce genre de choses. Mais d'un autre côté, voilà, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin parce que là, j'ai pas forcément de contradicteur. Mais ces journalistes, ils sont aussi bridés par la radio, par les formats et ils ont cette possibilité de s'exprimer par le podcast et c'est aussi pour eux une libération quelque part. Donc voilà, donc ouais, c'était par plaisir quoi et d'aborder des sujets qui me plaisent ici et là et voilà quoi. D'accord. Ouais, c'était vraiment tu juste Et parce que après, t'aimes ça, effectivement, les écoutes, s'il y a des gens qui écoutent, c'est cool. S'il y a personne, je m'en fous, je le ferai quand même. Quoi. Et après, t'as quand même des formats qui ont une audience différente. J'ai envie de dire Proxy Jeux, vous êtes là depuis un moment. Bah, Proxy Jeux, ouais. Et puis pour le coup, c'est un historique, quoi. Enfin, et ça mélange deux niches. Alors les podcasts de niche marchent plutôt bien quand t'es vraiment sur une niche. Et là, on attaque la 10e saison, je crois. Et ça a été lancé par deux gars lyonnais, Olivier et Jérémy. Et qui ont fait ça. Et puis en fait, petit à petit, l'équipe s'est agrandie sur des petites chroniques. Et il y a quelques années, 3 ans, je crois, 3-4 ans, eux, ils ont arrêté parce que trop de boulot. Enfin, ils n'avaient plus envie. Ils se lassaient aussi un peu. Et du coup, ça a été repris par des gens qui étaient ce qu'on appelle la Proxy Team. Donc, les gens qui faisaient des chroniques. Et donc, maintenant, on est une équipe d'une grosse quinzaine de personnes quand même dans Proxy Jeux. Donc c'est vraiment un réseau national, Proxy Jeux, c'est un gros truc. Ouais, et pour le coup, là, on a un Tipeee qui marche plutôt bien. Pour le nombre d'écoutes qu'on a, je veux dire. Alors, je vais pas révéler les écoutes parce que c'est pas moi le président et compagnie, mais si vous écoutez les hors-séries de Proxy Jeux, vous avez les écoutes. Mais ouais, donc je peux sûrement les dire. On est entre 1500 et 2000 écoutes par épisode, sachant que on sort un épisode par semaine sur des formats différents. Il y a 4 formats différents et on en sort même plus que ça, 5 formats, je crois. Mais on en sort un par semaine. Et on a un Tipeee qui bouge. Bon, là, il est un peu plus haut parce qu'on a eu des dons ponctuels, mais qui est à 300 et quelques euros. Donc c'est un très bon ratio quoi, pour le format nombre d'écoutes et résultat du Tipeee. Parce que c'est aussi un public de CSP+, les joueurs de jeux de société, ça s'explique aussi. C'est sûr. Mais donc voilà, celui-là c'est sûrement celui auquel je participe, qui a le plus d'écoutes, je pense. Capteur d'écran, c'est aussi pas mal, je crois. Ça, je sais pas, je regarde pas. Mais c'est capteur d'écran, c'est sur le cinéma. C'est vrai que je l'ai pas cité, tu fais bien. C'est sur le cinéma avec des locaux aussi de l'État, puisque là on se voit en présentiel, puisque j'ai certains podcasts à distance et d'autres en présentiel. Je préfère toujours en présentiel. C'est plus sympa. C'est plus sympa, oui, clairement. Et donc là, c'est sur le cinéma où on est maintenant 5, on va dire, même voire peut-être 6, je sais pas encore. Mais en tout cas 5 sur. Et où chaque mois, un de nous propose un film et donc on le regarde. Et puis après, on a une partie avant, on parle d'actu pop, qui est souvent un peu au moins aussi longue que ce qu'on parle du film. Et après, on regarde une bande-annonce et puis on en parle. Et donc ça, c'est avec des Deschutes, Matt et Philou et Pauline. Perlou Navet, peut-être pour les gens qui regardent les chaînes YouTube sur le cinéma. Du coup, j'en connais 3 dans l'équipe. Je connais on Matt s'est croisés au Deschutes. Knackfest. Ouais. Yes. C'est ça, le Knackfest qui revient le 24 avril. Inscrivez-vous si vous 25, voulez. je crois. 25 Il me semble. Je sais plus. Il y a eu le mail qui est parti aujourd'hui. Ouais, je l'ai reçu aussi. Ouais, je crois que tout le monde ici l'a reçu. Je sais pas, j'ai pas regardé. Et donc après, il y en a d'autres où ça va être des grosses écoutes ponctuelles. Par exemple, Podcastorama. Donc je reçois un animateur ou une animatrice de podcast qui présente son podcast. Donc c'est très factuel. Hein. Là, je vais pas les faire chier. C'est juste le format et compagnie. Et on discute un peu de podcast si le truc se fait sentir. Et ça dépend en fait des épisodes, du relais de l'épisode ou non. Et sur certains trucs, c'est 12-13 écoutes. Hein, et je m'en fous. En fait, je traite les podcasts de la même manière, peu importe le nombre d'auditeurs ou d'auditrices. Je crois que tu avais reçu à un moment aussi Fanny, des choses comme ça. Ouais, ouais. Bon, après, ouais, de toute façon, ça. En fait, Podcastorama, c'est la seule contrainte, c'est que ce soit des podcasts que j'écoute. Je réécoute tout depuis le début, à chaque fois que je découvre un podcast, donc ça peut être long. Et je pense à Silence on Joue qui a commencé en 2007, pardon, et que j'ai commencé à écouter en 2013-2014. Et c'est de l'hebdo d'1h30, donc ça faisait beaucoup d'heures d'écoute à rattraper. Il faut que je rattrape un peu les fictions audio de Javras. Et donc c'est la seule contrainte dans Podcastorama, c'est juste des podcasts que j'écoute. Donc voilà. Là, je suis passé, au début, je le faisais toutes les 2 semaines, je suis passé en mensuel parce que le temps de découvrir les podcasts. Ça prend du temps. Un peu de temps. Donc voilà, et pour le coup, ce que je reçois, c'est pas aucune question d'audience ou quoi, ça peut être des tout petits, des plus gros. J'ai eu Feu Studio 404. C'est vrai que je connaissais pas du tout, mais j'ai vu du coup sur Podcastéo, il y a beaucoup de personnes qui s'émouvaient de la fin de Studio 404. Ouais, bon, pour des bonnes raisons à mon sens. Hein, mais voilà, moi j'ai reçu Sylvain, qui avait été celui qui faisait partie de la Ligue du LoL, hein, clairement. Et puis après, à côté de sa backlog, j'essaye aussi, mais ça va aussi avec mes conditions d'écoute, d'avoir plus d'animatrices. Mais ça va aussi avec le fait que j'écoute plus de podcasts produits par des femmes, parce qu'il y a plus de podcasts aujourd'hui produits par des femmes qu'il y a 10 ans. C'est une évolution du podcast, quoi. C'est sûr, le podcast c'est quand même un média très intéressant, puisque regardez, nous on est 4 étudiants dans une chambre et on monte un truc, quoi. C'est vraiment très intéressant et n'importe qui peut parler.
n'y a pas besoin d'avoir un matos de malade. En fait, Après, il faut quand même avoir l'idée de le faire, tu vois. Oui. Je connais pas, enfin, j'ai pas d'amis personnellement qui soient des femmes qui m'ont sorti comme ça, ben tiens, je vais faire mon podcast, etc. C'est quand même le fait de prendre, en fait, le fait de prendre la parole, etc. C'est quand même quelque chose qui est ancré aussi au fil du temps, quoi. Bien sûr, ouais, bah, ça va avec la libération de la parole des Mm. minorités, enfin, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit des minorités sociales, que ce soit des minorités de genre, des minorités au niveau de la couleur de peau, enfin tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est une possibilité. Après, encore une fois, tout dépend ce que tu veux en faire. Si tu veux en faire et que tu te dis c'est parce que j'ai envie de parler et que, voilà, et que ça me fait du bien, ou de me retrouver entre potes et de mettre un micro, de faire des soirées où je mets des micros en gros, juste, c'est pas grave, tu t'en fous de l'audience. Juste, si tu veux faire du chiffre, il faut le penser en amont, quoi. Et forcément, aujourd'hui, et forcément, ceux qui viennent de trucs où ils ont déjà du réseau, que ce soit, on peut penser à Camus, hein, il y a quelques années, qui a lancé le Robotics Podcast Universe avec d'abord After Eight, puis Super Ciné Battle, maintenant il y en a d'autres, ou le Cozy Corner, c'est des gens qui avaient déjà une audience en fait à côté, sur Gamecult ou sur No Life ou autre. Eux, tout de suite, il va y avoir une communauté de fans, entre guillemets, qui vont les suivre. Que le podcast soit bien ou non, là je parle même pas de la qualité. Donc il y a ceux-là qui vont effectivement pouvoir faire du chiffre. Et tu as d'un autre côté, voilà, le Cozy Corner, c'est quand même plus de 3000 € sur leur Patreon. Donc c'est quand même mais oui, il me semble d'en vivre en tout cas. Mais il y a aussi pas mal de youtubeurs qui se lancent dans le podcast. Il y a Cyprien, il y a le Sous Influence Podcast, il y a Cyrus North aussi qu'on a lancé un. Il y a pas mal de choses qui se lancent là-dedans. Forcément. Et puis après, en fait, encore une fois, tout dépend parce que par exemple, Binge Audio qui s'est lancé, il y a en 2015 je crois, si je dis pas de bêtises, eux clairement c'est des journalistes qui se sont dit il y a peut-être un business à aller chercher. Du coup en fait les démarches sont pas les mêmes. Moi j'ai pas de, souvent j'ai tendance à râler effectivement là-dessus, mais pour d'autres raisons, mais j'ai pas de grief particulier contre, en fait juste faut être clair avec ce que tu fais et pourquoi tu le fais et pourquoi tu fais ce genre de format. Est-ce que tu le fais pour faire de la thune, auquel cas on peut critiquer ton format et tout, mais on peut aussi le comprendre, ou bien est-ce que tu le lances que tu es un mec random ou une nana random et que juste tu le fais pour toi, ou peut-être parce qu'il y a aussi le fait de peut-être avoir c'est un besoin de reconnaissance si on veut, enfin en tout cas c'est le besoin d'avoir des retours. Ça, il y a aujourd'hui pas mal de monde qui le fait et qui, si ça marche pas, s'arrête parce qu'en fait ils ont ce besoin de retour. Et ce que je comprends aussi, mais pas de retour financier ou quoi, je sais que je suis quelqu'un comme ça qui est pas forcément retour financier mais vraiment retour du côté des personnes, c'est ça, ouais. Et c'est vraiment quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup maintenant depuis 2 ans des gens qui se lancent et qui sont déçus en fait quand ils se rendent compte que finalement il n'y a pas d'étoiles sur Apple Podcast, ce genre de truc, et faut juste être clair sur pourquoi tu te lances ton podcast. Et pour revenir sur les labels par exemple, aujourd'hui donc tu as moi je dis labels parce que, ou des réseaux parce que voilà, ça peut prendre plusieurs formes. T'as Binge par exemple, ou Nouvelles Écoutes qui clairement sont faits par des journalistes avec un business model et compagnie. T'as pour revenir sur Podcut là que donc j'ai rejoint en début d'année avec Listen to the Game, qui eux c'est plus proche disons de Radio Kawa, qui eux sont des vétérans du podcast, avec Inks donc qui a commencé le podcast à 15 ans. À 15 ans. Et oui, il est en 2007. C'était pas encore Radio Kawa à l'époque, mais où en gros aussi Synops Live et tout ça. Oui, bien sûr, il y a Radio 01.net et compagnie. Voilà, ça c'est. Allez lire Podcast Ouvert, par contre, ça c'est important. Je soutiens ça. Ouais, pareil. Alors, je vais pas m'étendre dessus parce que ce serait très long, mais en gros, c'est histoire que le podcast reste un média ouvert, disponible par flux RSS et qu'il n'y ait pas forcément de l'opt-out. Donc, c'est arrivé avec Magellan il y a quelques mois, où en gros, l'idée c'est on a un flux RSS, laissez-nous la liberté de le diffuser ou non. Et n'utilisez pas les flux pour faire grossir un réseau en voulant faire payer quelque chose derrière pour dire on a plein de flux, mais oui, mais vous les avez piqués en fait, à différents niveaux, parce que voilà, Magellan prend pas les MP3 comme d'autres, mais coucou Luminary, je crois que c'était eux. Ouais, aux États-Unis. Et en général, c'est des journalistes. Étonnant. Des belles pratiques d'émagogie, non, éthique, oui. Ouais, voilà, belle éthique déontologique, voilà, ouais. La déontologie du journalisme. Et donc Podcut par exemple, ils sont lancés il y a moins longtemps. Enfin, ça existe depuis en fait un paquet de temps, mais ils sont lancés sous forme de réseau il y a moins longtemps. Et c'est un peu comme Kawa, c'est-à-dire que c'est des gens. On aime bien le podcast, on a envie de proposer une offre variée de podcasts. Donc il y a des podcasts ciné et compagnie, des podcasts sur le jeu vidéo, des podcasts plus documentaires, il y a un podcast sur les règles, bref, plein de sujets différents. Et donc la volonté de réunir des gens autour de ce média. Ils ont pareil un Patreon, mais c'est pareil, c'est comme Proxy Jeux pour le coup, c'est vraiment les frais d'organisation, donc tout ce qui est le renouvellement du matériel, tout ce qui est parfois les déplacements des podcasteurs ou podcasteuses.
J'hésite toujours entre podcasteuse et podcastrice, mais podcasteuse, ouais, c'est mieux. Ça n'est jamais mieux. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment un truc associatif, bonne ambiance où t'es pas là à te dire il faut qu'on fasse du chiffre, tout simplement parce qu'on a personne à payer aussi. Hein. Je veux dire, Binge, ils payent, en tout cas quand je les avais eus, ils payent leurs animateurs, leurs chroniqueurs. Alors c'est pas un salaire mirobolant, c'est moins que ce qu'ils faisaient à la radio, mais ils ont quand même cette volonté. À partir du moment où tu payes quelqu'un, ces gens, leur famille dépendent aussi de toi. Je comprends que la relation soit pas la même. Là, chez Podcast, c'est aussi pour ça que j'ai proposé de les rejoindre. C'est à la bonne franquette, quoi. On rejoint des gens, c'est des gens cool. On essaie de proposer des trucs variés, et puis basta, quoi. Et donc du coup, c'est bien, tu me tends la perche avec Podcut. Est-ce que ça change du coup fondamentalement la manière dont tu fais du podcast entre du coup Proxy Jeux qui a un gros truc, un gros réseau, entre les trucs indépendants que tu pourrais faire, genre capteur d'écran, des choses comme ça, et Podcut qui est plus un réseau de podcast avec des gens, il y a aussi des professionnels dedans, je crois que Fanny elle est journaliste ou un truc comme ça. Elle a fait des études Ouais. je crois, oui, il me semble. Elle est journaliste, on va dire. En tout cas, elle l'a été. Et donc, oui, la différence, pour moi, pas. Honnêtement, en termes d'enjeux et en termes de production du contenu, non. Par contre, juste, rien à voir avec Podcut, mais aujourd'hui, quand je lance un truc, il ne faut pas que ça me prenne du temps. Donc, les formats auxquels je pense, je réfléchis à ce qu'ils ne me prennent pas trop de temps. Parce que j'ai pas le temps de faire du montage ou quoi. Donc, ça, c'est maintenant une contrainte que je me mets. C'est pas une contrainte de temps ou quoi, c'est une contrainte de montage derrière, de travail. Donc la différence, moi je la ressens pas. Par contre, chez Proxy Jeux, on essaye de se tenir à un minimum de qualité sonore quand même, parce qu'on a du matos, c'est parce qu'on a un Tipeee et compagnie, même si c'est autant pour nous que pour les auditeurs ou auditrices. T'as cité quoi, capteur d'écran? Bon, non, là c'est vraiment à la cool, quoi. Enfin, on essaie d'avoir un son correct aussi parce qu'on a le matos pour. La mélodie du bonheur, par exemple, tu vois, on est à distance, tout le monde n'a pas les sous de s'acheter des bons micros et tout. Du coup, là, moi, mes exigences sont pas les mêmes. C'est-à-dire que je comprends que le mec il se connecte avec son téléphone et puis que ça passe. Et puis voilà, enfin, en fait, il faut que le contrat avec l'auditeur ou l'auditrice soit clair, quoi. Oui, après, c'est pas la même envie aussi. Bon, dans l'absolu, si on serait tous autour d'une table, ce serait mieux au niveau du son Oui, et tout, oui. mais juste, comme c'est pas possible et comme certains ont d'autres contraintes, faut accepter que le format soit moins bon au niveau du son. Et pour Podcut, je sais pas eux parce qu'ils font régulièrement des appels on peut prendre de nouveaux podcasts, etc. Et donc il y a des candidatures. Alors je sais pas quels sont leurs critères pour le coup. Je pense qu'il y a une diversité des sujets qui est recherchée. Voilà, éviter de faire doublon avec un truc du label. Par contre, ce qui change, c'est qu'on a un Discord. Bon, ça change pas grand chose par rapport à. On a aussi un Discord pour d'autres podcasts. Mais il y a tout ce qui est un agenda des sorties. Parce que du coup, comme il y a quand même 23 podcasts dans le label, essayer d'éviter de sortir plein d'épisodes le même jour, ce genre de truc. Même si ça arrivera forcément ici et là. Peut-être une régularité aussi un peu plus imposée. En fait, pas forcément, juste il y a une condition, je crois, sortir un épisode tous les 2 ou 3 mois, ce genre de truc. Mais en fait, non, parce que tu peux proposer un truc. Moi, avec Listen to the Game, le premier mois, c'était un épisode par jour. Il y en a d'autres, c'est un épisode par mois. Ça, un épisode par semaine. Ça dépend vraiment des podcasts. Mais juste, il y a effectivement des petits documents à remplir. On a chacun ou chacune des référents de podcast qui, entre guillemets, se chargent de ce lot de podcast, donc de relancer les gens s'ils n'ont pas rempli les billets, de demander tu sors un truc cette semaine ou pas, voilà. Et donc on a sans trop en révéler parce que je sais pas ce que je peux dire ou pas, mais logiquement on a une espèce d'Excel de documents partagés où on remplit moi je sors ça là, etc. Ce qui permet aussi pour le Patreon de faire un billet, ce genre de choses. Ça c'est des contraintes que j'ai pas par exemple avec d'autres, mais ça reste assez mineur, quoi. Et ça concerne pas finalement le contenu final que les auditeurs et auditrices entendent, quoi. Il n'y a aucun impact après sur ta ligne quoique ligne éditoriale sur Listen to the Game, je sais pas s'il y en a une énorme, peut-être sur les jeux que tu choisis ou des choses comme ça, mais ouais, et puis sur le projet de départ, quoi. Mais, oui, sur le projet de départ. Mais sinon, je prends les suggestions, c'est aussi un espace d'échange, hein, et justement, tu vois, là, il n'y a pas le retour des auditeurs ou des auditrices, mais le fait que les potes du label, tu vois, viennent te dire j'ai écouté, c'est cool, et puis demander des conseils, tu vois, ne serait-ce que sur le format du nom d'épisode. Moi j'hésitais entre plusieurs, donc je demande conseil et puis ils me le disent et puis je prends ce que je prends, hein. Et puis comme avec des auditeurs ou auditrices, hein, quand on te fait des retours, tu prends ce que tu prends, ce qu'il y a à prendre, et puis des trucs tu laisses de côté, mais ça permet d'avoir un regard extérieur, quoi, sur ta production. C'est aussi intéressant. D'accord.
Eh bien, est-ce que mes camarades ont encore des questions à te poser parce que ça fait 1h20 qu'on écoute, Ouais, ça fait peut-être un peu longtemps. Ça fait un peu long sur un comparé. format d'1 heure. Bon, moi, je suis toujours là, je le rappelle. Yvan Yvan Toury. n'est Et pas vous, là. qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du podcast? Alors toi, t'en faisais déjà, mais de le rejoindre. Alors, c'est la fin de ce blanc. podcast. On se retrouve Bah une non, mais en prochaine fait, fois. c'est Jules. Je savais qu'il voulait lancer un podcast depuis un moment et puis je me suis dit, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas le rejoindre. Hmm. Ouais, on voulait faire une table de 4 et voilà quoi. Et puis j'ai été là. Et toi? Moi, j'avais surtout envie de faire l'effort en fait de faire des recherches toutes les semaines et de me poser et d'améliorer en fait mes capacités à parler plus facilement, etc. Ok, ah ouais, c'est une bonne raison. Mm. Oui. Enfin, il n'y a pas de mauvaise raison, de toute façon. C'était une Il bonne y a raison. toujours une bonne raison de commencer un podcast. Donc, Voilà. faites un podcast si vous en avez envie, mais avec juste votre portable. Mm. Aujourd'hui, en plus, Bah, Anchor, prenons que Anchor comme exemple. Bon, Anchor qui a été racheté par Spotify et tout ça, mais qui permet Et d'héberger. c'est la différence, je suis chez Ocha avec Podcut. Oui, aussi, oui. J'ai eu un flux offert par le label. Et alors qu'avec tous les autres Avec les autres, téléhébergements à la maison, tout ça. Ça quoi. dépend, j'ai des trucs chez PodCloud, j'ai des trucs à la maison. Un peu de tout, un peu de tout. Et voilà, donc même si vous voulez juste vous enregistrer avec votre téléphone, il y a Anchor qui est vraiment nickel, qui est autant sur PC je la trouve dégueulasse, mais autant sur téléphone elle est très propre. Et vous pouvez tout enregistrer depuis votre téléphone, publier depuis votre téléphone. Et ça Juste tombe bien. soyez clair à ce que vous attendez, vous, du fait de lancer un podcast et avec vos objectifs, quoi, c'est tout. Quoi. Mm. Qui peuvent évoluer après, hein, mais... C'est sûr. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi Merci. Flavien d'avoir- merci à On vous fait pour pas le coup de cœur l'invitation. du coup. Ah si, les coups de Les cœur, coups de j'ai cœur. oublié. Donc- C'est la meilleure partie des podcasts en général. Ah, et franchement, ouais, là c'est. Mais on a tous une minute chrono, c'est ça. Ouais, T'as fait Wow. Ah si, t'as tous les voyants qui sont éclatés. Oui, c'est ça, c'est tout rouge. Bah je sais pas, je vais te laisser commencer entre une et 3 minutes. Est-ce que vous connaissez la République tchèque? Vous êtes allé à Vous Prague ou connaissez pas? Ouais, NordVPN. j'y suis allé moi. Ouais, moi j'aime beaucoup Prague, donc déjà c'est une recommandation. Sur un gros week-end, ça suffit pour Prague. Et en République tchèque, il y a un petit studio qui s'appelle Amanita Design, qui ont fait Samorost, Machinarium, Botanicula, Chouchel récemment, et qui sont tous des super jeux. Et là, ils ont sorti en début de semaine Pilgrims, qui est disponible sur PC pour 5 €, et également, il est sorti sur l'Apple Arcade, qui est le Netflix du jeu vidéo de Apple. Enfin, je le fais vite, mais... Et donc Pilgrims, Amanita, c'est d'abord un univers visuel et sonore assez ouf, une direction artistique super chouette. Au niveau de la musique, pareil, super cool, et puis beaucoup de petits bruitages vraiment chouettes. Et donc dans Pilgrims, en fait, on incarne un petit zigoto qui veut trouver un oiseau bleu, et on va juste devoir faire des échanges d'objets avec d'autres, histoire de finir par trouver cet oiseau bleu. Donc on va rencontrer un prêtre, on va rencontrer un diable qui va aller prendre le prêtre pour le ramener en enfer, ce genre de truc. Et voilà, on va rencontrer divers personnages qui vont nous accompagner, qui vont déclencher différentes interactions. Et le plaisir des Amanita, au-delà de leur direction artistique, c'est vraiment la richesse des interactions, et tu as envie de cliquer partout juste pour voir comment ça va réagir, quoi. Donc c'est 1 heure un run, c'est pas long, c'est 5 € quand même, je le rappelle, mais enfin moi je l'ai fait en début de semaine et c'est vraiment cool. Après il y a des petits succès que tu peux débloquer qui peuvent pousser à la rejouabilité, mais voilà, super chouette. Donc Pilgrims de Amanita Design sur iOS ou sur PC pour 5 €. Ouais, je sais que c'était un studio qui m'intéressait pas mal et j'avais vu Machinarium et Botanicula qui m'intéressaient beaucoup, mais j'ai pas encore eu le Surtout, temps de me pencher dessus. Si vous avez des enfants, vous pouvez jouer avec vos enfants à partir de 6-7 ans à Botanicula, vraiment super. Donc voilà, donc Yvan, est-ce que tu as un coup de cœur? Donc oui, moi j'en ai un de coup de cœur. Alors c'est un coup de cœur aussi sur le jeu vidéo, donc c'est par rapport à la prochaine génération de Flight Simulator qui est pas Ça a l'air bien ça, ouais. Ah oui, ça a l'air vraiment bien. Donc bon, c'est un jeu qui déjà va sortir courant 2020 normalement. Et en gros, c'est un simulateur d'aviation, hein, tout simplement. Et pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que selon les annonces qu'il y a eu sur le jeu vidéo et les différentes vidéos du jeu qui sont déjà disponibles, ça a l'air assez ouf. Donc surtout au niveau des chiffres en fait qui sont assez incroyables. Déjà, donc en fait Flight Simulator ça regroupe à peu près toute la Terre si je comprends bien. Ouais, ils ont pris des images de Google, Oui. quelque chose. Et en fait, du coup, comme dit, ils sont basés sur les images satellites pour modéliser en fait toute la map. Et donc comme dit, pour rester quelques chiffres qui donnent quand même pas mal envie. Donc déjà il y Tu aura. peux dire le vertige, comme on est en avion. Ah oui, qui donne le vertige effectivement. Donc déjà il y aura un total d'à peu près 2 millions de villes sur toute la map. Déjà ça doit. Tu sens que les développeurs ils ont fait alors les mecs aujourd'hui Les développeurs, prends j'ai le parlé tout. de Plectel, c'est les Français de la Sobo Studio qui ont aidé Microsoft là-dessus.
D'accord. Rien à voir avec Plague Tale pour le coup en termes d'ambiance, mais qui est un jeu sur la peste. Ah oui, c'est vrai D'accord. qu'il avait l'air sympa Donc, celui-là. forcément, c'est un jeu d'aviation. Il faut des aéroports. Il y en aura 40 000 au total sur la map. Il y a le temps, il y a le temps de, il y a le temps de faire pas mal deux fois le tour de la planète avant de tout voir, hein. Donc, ils ont également modélisé 1500 milliards d'arbres. Putain, mais les mecs, ils étaient malades. Quoi. Ils Tu ont sens fumé vraiment- avant de faire le Tu truc. sens vraiment, c'est le truc bon. Alors, t'as Sony qui sont en train de nous bouffer avec la PS5. On fait un simulateur d'avion. Aussi, ils ont essayé de modéliser toutes les routes de la planète. Moi, je Ça pense va là, puer. les routes de campagne, et Oh la de terre et vache. tout ça, je pense qu'ils seront pas, mais toutes les routes goudronnées, je pense, seront dessus. Et aussi toutes les montagnes de la Terre. Et en Bouffe ton fait, micro. pardon. Et donc, si ce projet aboutit réellement avec tous ces chiffres, on pourrait dire que ce sera la représentation la plus vaste et fidèle de la planète dans toute l'histoire du jeu vidéo. Sachant qu'il y a Je- une grosse preview de Canard PC sur le numéro d'octobre faite par Agbu, qui en fait, quand il a vu la preview à l'E3, il avait la petite larme à l'œil et tout, et il disait mais jamais ça tournera, ça va être du PowerPoint. Et en fait, il est allé tester le jeu, et alors en conditions Microsoft, idéales ouais. proposées par le studio, mais il était époustouflé, quoi, parce qu'effectivement, ça tournait quand même correctement. Il a posé des questions sur la VR aussi, sur la réalité virtuelle, bien sûr, ça c'est pourquoi pas, et sur les compatibilités avec tout ce qui est les sticks et compagnie, quoi, les OTAS, etc. Et par contre, du coup, comme dit, j'ai vu qu'il y a déjà quelques vidéos de présentation du jeu qui sont disponibles. Déjà, ça a l'air extrêmement détaillé Ces nuages sont magnifiques. aussi. Et surtout, un truc qui me fait peur, c'est la quantité de stockage nécessaire pour l'installer. Est-ce que ce sera pire que Red Dead 2 et C'est 720 ça. gigas? Donc, ouais, c'est. Franchement, d'ailleurs, petit objectif que je me suis lancé dans le jeu, déjà, je vais l'acheter, je pense. Et je vais essayer de retrouver ma maison dedans. Ce qui peut être très drôle. Parfois, tu peux Agbu a retrouvé des lieux qu'il connaissait bien. Je pense que ça doit être marrant. Est-ce que Émilie, tu as un coup de cœur cette Moi, semaine? non. Rien du Mais tu as un cœur? Je ne sais pas. Bah, peut-être. Bon, bah, du coup, je vais terminer ce tour de table, hein. Moi, je vais vous parler d'Apex Legends saison 3. Voilà, je casse les. Que jeux vidéo, là, hein, les coups de cœur. Ah oui, non, Oh mais- là là. Franchement, j'avais oublié, honnêtement, j'ai oublié les coups de cœur et donc j'avais pas eu le temps de me préparer plus. Donc, je vais parler du jeu auquel je joue le plus Mais en ce non, moment. parle-moi du jeu indé auquel on a joué là avec la petite balle. Mais j'attends, j'ai oublié le nom Pro. du jeu. Oh. Non, Pas Yves O. Non, c'était. Ah, si, il faut que j'y joue celui-là. Non, c'était. En fait, il n'y a pas écrit le nom sur le jeu quand on va dans le menu. Donc, il est c'est genre un à peu- 15, il est genre à 81 centimes jusqu'à Ouais. demain ou un truc comme ça au lieu d'un euro, 10 euros et il vaut le coup. Non, moi je vais vous parler d'Apex Legends parce que voilà, il y a la saison 3 qui a démarré il y a à peu près une semaine et demie. Et donc Apex Legends, pour ceux qui ne le trouvent pas, qui ne connaissent pas, c'est le Battle Royale signé, édité par EA, développé par Respawn, donc ceux qui ont fait Titanfall. Et Sur les serveurs d'origine. oui, non mais ça, faut pas oublier qu'il faut télécharger Origin, hein, cette beauté, c'est de toute beauté. Pardon, voilà, donc c'est un Battle Royale en vue à la première personne avec des graphismes beaucoup plus réalistes que ce que peut faire Fortnite. C'est en construit. Parce Et que- Centre Noir. et Centre Noir, ils sont encore debout pour le moment. Et c'est un jeu qui est quand même très sympa, très agréable à jouer, très nerveux, parce que je trouve qu'il est entre PUBG et Fortnite. Parce que ces deux jeux-là, enfin Fortnite j'ai pas trop joué, mais PUBG j'ai un peu joué. PUBG tu te fais chier. Ah, c'est faux. Tu te fais... On va pas débattre, mais c'est faux. Ça dépend de là où t'atterris, clairement. C'est toute la beauté de PUBG, les ronces et l'ennui. Bah disons que l'ambiance est beaucoup plus tendue et t'es beaucoup plus dans le truc. Mais au bout d'un moment, moi je m'emmerde. Et après, t'as de l'autre côté, t'as Fortnite qui est ultra actif, en graphisme cartoon, t'as la construit, tu sautes dans tous les sens. Et au milieu, t'as Apex qui est très nerveux comme Fortnite, mais avec des graphismes réalistes et à la vue à la première personne. Et qui est suffisamment... T'as aussi suffisamment de... Je trouve qu'ils ont mieux dosé la zone, mais c'est pas les mêmes attentes comme d'habitude. Et ils ont travaillé sur le matchmaking. Oui, et le matchmaking est assez propre et voilà, la saison 3 est sympa, nouvelle map, nouveau perso, Crypto qui est un drone qui fait un bruit de batteur électrique. Genre, tu l'entends à 3 mètres, c'est Roger qui a mis son drone à fond en l'accrochant. Vas-y bébé, je vais décoller, mets tout à fond. Pardon, ça me fait rigoler. Et voilà. J'espère qu'il le fait avec cet accent en tout cas. J'imagine vraiment les devs parler comme ça. Et je trouve que les développeurs sont quand même vachement à l'écoute de la communauté, puisque et surtout les conditions de travail ont l'air d'être mieux que celles d'Epic, parce que Epic, on se rappelle du crunch permanent pour tous les développeurs.
Et Je pense que c'est un peu pareil PLRM. pour EA, à vrai dire. bah, Respawn, du peu que j'ai compris, c'est. Oui, Respawn, ouais, peut-être. Peut-être qu'ils sont un peu moins tortionnaires. je ne Bah, sais le truc, c'est qu'il disait un des problèmes d'Apex que les gens disaient, c'est le jeu n'a pas autant de contenu ajouté. Mais Respawn disait, ouais, mais non, on veut pas avoir du crunch permanent pour les développeurs. On préfère mettre à jour le jeu quand on peut, faire modérer nos développeurs et avoir des conditions de travail un peu saines. Et je crois que Respawn sont assez bons là-dedans, puisque c'est des personnes qui sont dans l'industrie depuis un bon moment et que ils maîtrisent quand même mieux leur Nintendo aussi. Hein. Oui, mais en vrai Nintendo ils sont pas mal, je crois, au niveau de conditions. Enfin, c'est japonais, mais C'est peut-être pas mal pour des Japonais, je ne sais pas. ouais, c'est ça, c'est des japonais, c'est pas les mêmes standards qu'en France et en Europe. Mais voilà, donc si vous voulez jouer à un Battle Royale gratuit, bah, Apex Legends c'est bien. Et demain il y a un mode de jeu temporaire infecté qui a l'air sympa et dont je vous parlerai peut-être la semaine prochaine. Et non, Bah non. puisque on tourne pas. voilà, donc c'est une C'est des des vacances pour vous aussi. ouais, bah en fait c'est surtout partiel. C'est Ah, on surtout a les partiel, partiels, ouais. donc la semaine prochaine il n'y aura pas d'enregistrement parce que du coup on a les partiels 2 jours après et qu'on va quand même réviser et on a des rendus de projets et tout ça. Mm. Et Donc- on n'a qu'une semaine de vacances avec tous les projets à faire. C'est Bon ça. courage à vous alors. Et Ça, dans la c'est merde. chaud. Un petit peu dans la merde. Donc voilà, Non. donc on se retrouvera dans 2 semaines, donc pas la semaine prochaine ni celle d'après, mais en novembre du coup, pour reprise des émissions, en espérant peut-être avec Luigi, qui n'était pas là du coup ce soir. Il nous a quittés. Voilà, c'était un plaisir. Ouh, Et ouh. non, pas du tout. Mais voilà, donc comme d'habitude, merci au DUT qui nous fournit potentiellement une salle qu'on n'utilise Qu'on pas. n'utilise jamais, merci à vous. Mais pour le soutien moral aussi de la part de notre équipe de professeurs. Qui nous rappelle à chaque fois qu'on On a devrait pas vous monté donner les vos partiels à épisodes. partir de là. hein. Moi je propose. Non, mais à partir du moment où tu as des profs qui balancent des trucs, et à partir du moment où on avait eu un article des DNA, bah, l'article des DNA il affiche dans la salle des profs. Ouais, voilà. Donc l'autre jour, je suis rentré dans la salle des profs pour un exo, bah, j'ai vu ma gueule affichée sur un putain de journal. C'était. Avec le même t-shirt que tu portais le jour même. Oui, c'est possible, mais c'était très drôle. C'était le Après, t-shirt céleste. c'est le podcast. hein. Normalement, il n'y a pas d'image et tout. On peut garder les mêmes habits. hein. Oui, c'est ça. En fait, ça fait 3 semaines que j'ai les mêmes fringues. Donc voilà, merci comme d'habitude à toutes les personnes qui nous ont soutenus sur Ulule pour acheter tout le beau matos avec lequel on a enregistré ce soir. Merci beaucoup à toi, Flavien, d'avoir fait le déplacement et d'être venu discuter avec nous Eh ben, avec plaisir. du métier de De professeur des podcasteur. Non, acteurs. c'est pas ça. Ah bah le jour où on pourra vivre du podcast, on s'appellera Binge Audio ou Après, il y a la question de vivre décemment. c'est ça. Oui, c'est Tu surtout peux vivre, ça, tu le peux vivre avec problème, 10 euros par mois, mais tu vis pas bien. Donc voilà. Donc on se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude. Allez écouter les podcasts de Flavien. Du coup, c'est Flavien M _ sur Twitter. Il y a tout dans la description. Il y a plein de formats différents, de quoi s'amuser. Pendant des heures et des heures. et des heures et des heures. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. On rappelle qu'on enregistre normalement tous les lundis à 20h. Normalement. Normalement. Voilà. Non, mais on est plutôt régulier quand on n'a pas des invités. Donc, on est dispo sur Twitter, Alconos _ podcast, sur Instagram, Alconos _ podcast, sur Discord, etc. Vous avez Sur l'habitude. Snapchat et TikTok. Ah non, pas encore. Oh Pas encore. là 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 là, non, jamais de la vie. Mais TikTok, j'ai bien envie d'y aller, mais bref, ça c'est un autre sujet. Et TikTok, aussi sur c'est YouTube. quand même un peu amélioré depuis que ça a été Bah, lancé. c'est devenu le nouveau toujours Vine en fait. Voilà. Mais il y a beaucoup moins, enfin il y a toujours autant de kikou, mais il y a beaucoup plus de personnes bien. C'est sûr. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté et on se retrouvera du coup dans 2 semaines pour le prochain épisode. Allez, salut Allez, tout le monde. ciao. Salut.